on s'est trompé d'ennemi. On a diabolisé la viande, c'est pour ça que je suis ici. On a diabolisé les graisses saturées. Or, on le sait qu'on a un besoin vital de graisses saturées pour absorber nos minéraux. Si on n'a pas des graisses saturées pour assimiler nos sels minéraux, on ne les assimile pas. Bonjour Marion. Bonjour David. Écoute, notre premier épisode sur Limitless a hyper bien marché, donc je suis super content de te recevoir à nouveau. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a enregistré. Je me souviens, lors du premier épisode, et ouais, ça va vite, hein. Et lors du premier épisode, tu étais dans tes débuts du cétogène. Ça faisait quelques mois, quelques semaines, quelques mois que tu étais sur ce régime. Tu avais partagé un petit peu les difficultés que tu avais pu avoir au début pour optimiser un petit peu les différentes choses, rajouter un peu d'électrolytes notamment. Ça avait fait un gros changement dans ton état où tu te sentais un petit peu parfois fatigué ou en manque de forme et d'énergie. Maintenant, après 1 an et demi, qu'est-ce que tu penses de cette alimentation cétogène? Est-ce que tu la suis toujours? Quels sont les enseignements que tu en as tirés? Et est-ce que tu persistes à penser que c'est une voie qui est un régime, une alimentation qui te convient parfaitement? Alors pour moi, ce sera une alimentation pour toujours. C'est clair. Parce qu'il faut comprendre que quand tu t'engages dans une alimentation où tu vas gérer de façon thérapeutique tes glucides, parce que je n'ai pas dit que c'était bon pour tout le monde, et nous sommes tous inégaux par rapport à notre capacité à gérer les glucides. Toi, tu es un grand sportif, tu brûles facilement, mais tu n'es pas non plus un gros musclé, tu vois, avec une grosse charpente. Donc, tu devras, en vieillissant, faire plus attention que les autres. Il y a ceux qui sont hyper charpentés, hyper musclés, tu le sais, les muscles squelettiques. Il y a un livre qui est sorti de Gabrielle Lyon, et elle explique bien que c'est un peu ton bouclier anti-diabète, parce que tes muscles ont une capacité de capter les glucides qui est extraordinaire, plus que quelqu'un qui est fin et peu musclé. Donc, on a tous cette tolérance ou intolérance aux glucides. Moi, il se trouve qu'il y a dans ma génomique une grosse intolérance aux glucides, mais aussi au niveau de mon amylase, parce qu'on peut voir si on a une amylase qui est capable de bien neutraliser les amidons, la cellulose, des choses comme ça. Eh ben, c'est pas mon cas. Donc, je comprends mieux pourquoi toute ma vie, je me suis battue contre du surpoids, que je n'ai plus. Parce que maintenant, je suis hyper bien stabilisée. Et c'est pour ça que pour moi, ce sera pour toujours. Et je n'ai plus ces accidents qu'on peut avoir au départ, où on a la keto floue, tu sais, un peu la barre, des coups de fatigue. Ça y est, j'ai enfin régulé mon organisme. Tu sais, un métabolisme, ça se dérègle. Et je peux te donner d'ailleurs un exemple qui est pas plus tard que la semaine dernière. Il se trouve que je suis sur un nouveau sujet d'expertise, parce que en découvrant l'alimentation cétogène, comme je fais venir en France l'expertise des États-Unis, je ne sais pas si tu as vu la collection dont j'ai parlé, Gabrielle Lyon sur les muscles squelettiques, la résistance à l'insuline de Ben Bikman, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, la toxique avec Joseph Pisorno, qui est un volet très important à notre époque, et le grand livre des métabolismes. Et là, j'ai un coup de cœur incroyable. J'ai amené le bouquin, tu le montreras à l'antenne après, qui s'appelle Toxic Veggies, et en anglais c'était Toxic Superfood. Et alors, au départ, ce livre m'inquiétait, hein. Je te jure, si tu lis que la première partie, tu fais « Ouh là là !» C'est quand même inquiétant. Et puis, elle a des solutions. Ouf! S'il n'y avait pas eu de solution, j'en aurais pas parlé. Et Toxic Superfood, c'est un livre qui te met en exergue quelque chose, un élément, un antinutriment, qui est passé totalement sous les radars et de la médecine et de la nutrition, je dirais de tout, alors que ça fait 200 ans qu'on en parle, hein. La reine Anne, quand ils l'ont épluchée, quand elle est morte, elle avait des cailloux dans les reins, elle était cristallisée, hein. Et donc, pour parler de ce livre, c'est finalement le sujet sur les oxalates. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce truc-là. Et oui, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé un peu avec le docteur Georges Mouton. Et puis, je t'ai entendu en parler. On va y venir après. Je te propose parce que je voudrais parce que Georges Mouton, je trouve qu'il ne le déploie pas assez. De son propre aveu, en fait, il est intéressé par le sujet, mais il n'a pas creusé suffisamment que pour s'exprimer correctement dessus. Donc, je suis content de t'avoir. Moi, justement, tu vas pouvoir le faire. On va y revenir d'ailleurs, et puis peut-être remettre en cause certaines idées préconçues qu'on a sur ces soi-disant super aliments que sont les baies de goji, le chocolat noir, etc., qui sont très riches en oxalates. Et peut-être remettre en perspective leurs supposés bienfaits pour la santé. Mais je voudrais qu'on reste quand même un petit peu avant sur le régime cétogène,
pour 2-3 choses. Déjà, tu as dit que plus on a de masse musculaire, quelque part, mieux on gère les glucides. Je me permets de faire une petite vulgarisation pour expliquer un petit peu ce phénomène. Lorsqu'on mange des glucides, et potentiellement des glucides à index glycémique élevé, mais même des glucides de façon générale, la glycémie sanguine augmente. Et donc, le corps, il doit toujours maintenir son homéostasie. Donc, il faut qu'il garde un niveau de sucre dans le sang qui est parfait pour sa physiologie et son fonctionnement normal. Donc quand ça monte, eh bien, il sécrète de l'insuline. Et le rôle de l'insuline, c'est de faire rentrer ce glucose dans les muscles en glycogène dans musculaire, les cellules en général, ou dans le foie en glycogène hépatique. Le problème de la plupart des gens, c'est que comme ils mangent 4 fois par jour, ils font pas de jeûne physiologique d'au moins 12 heures. Je te parle même pas d'un jeûne intermittent, hein, je te parle juste d'avoir au moins 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Et ils font pas de sport parce qu'ils sont super sédentaires, et ben ces stocks-là sont toujours pleins. Ok ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Le corps il est obligé d'en faire quelque chose. Donc le foie les transforme en triglycérides. Et puis il y a des petits transporteurs, les VLDL ou LDL, qui sont comme des petites voitures qui vont aller les transporter bien gentiment et les mettre dans les cellules adipeuses et les cellules graisseuses. Et là, j'ai parlé de VLDL, LDL. En soi, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Et pendant longtemps, on a cru que les graisses, et les graisses saturées notamment, ça augmentait le mauvais cholestérol. Alors même qu'en réalité, c'est plutôt la consommation de sucre qui déborde le système, oblige à créer des triglycérides et donc d'avoir beaucoup plus de ces petits transporteurs pour aller les stocker. Et les cellules adipeuses, c'est un peu comme si c'était des petits tiroirs où on va mettre ces triglycérides une fois qu'elles arrivent. Donc ça, c'est le premier point. Et naturellement, plus tu as de masse musculaire, déjà, pour développer ta masse musculaire, naturellement, ça veut dire que tu fais du sport. Donc tu as tendance à vider ces stocks-là, ce qui fait que quand tu manges des glucides, les petits tiroirs sont vides, donc on peut les remplir dans les muscles plutôt que dans les cellules adipeuses, d'une part. Et puis d'autre part, la quantité de tiroirs est plus importante parce que tu as tout simplement plus de muscles. Bon, cette espèce d'overview faite, je te propose, je voudrais te poser une question sur le cholestérol, justement. Je ne sais pas si tu fais des analyses de sang. Est-ce que le fait de passer en cétogène et donc d'être plutôt sur des sources de gras, est-ce que ça a augmenté ton cholestérol total, ton LDL, ton HDL ? Et quand bien même ce serait le cas, moi j'ai vu des études récentes qui montraient qu'en réalité, c'était pas le LDL ou le HDL qui posait problème, mais plutôt la résistance à l'insuline, la quantité de triglycérides et les LDL oxydés. Tout à fait. Donc là, tu as tout dit, parce que c'est les toutes petites molécules qui sont toxiques, pas les grosses. Et ce cholestérol, moi j'invite plutôt les gens à écouter le Michel Delorgeril, parce qu'on s'est trompé d'ennemi. On a diabolisé la viande, c'est pour ça que je suis ici, pour restaurer cette diabolisation. On a diabolisé les graisses saturées. Or, on le sait qu'on a un besoin vital de graisses saturées pour absorber nos minéraux. Si on n'a pas des graisses saturées pour assimiler nos sels minéraux, on ne les assimile pas. Et je te reparlerai des oxalates qui empêchent l'assimilation des minéraux. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on a compris que le cholestérol, ce n'est pas l'ennemi à abattre. L'ennemi à abattre, et ça, je remercie le professeur Ben Bikman sur sa résistance à l'insuline, parce que quand j'ai commencé à parler de résistance à l'insuline, personne n'en parlait, je te signale. On faisait sa glycémie, mais tout le monde s'en foutait de ton insuline à jeun. On faisait éventuellement l'hémoglobine glyquée pour les diabétiques, mais si tu n'es pas diabétique ou si tu n'es pas obèse, est-ce qu'on te faisait ton hémoglobine glyquée ? Tout le monde s'en foutait. D'une part, on ne le faisait pas. Et en plus, même si on le faisait, quand tu regardes les normes des labos, il faut quand même se dire que la médecine française, et c'est pas du tout une critique, c'est une médecine allopathique qui est fondée sur la maladie. Le but, c'est pas de te dire si tu es en bonne santé, c'est de te dire si tu es malade ou pas. Donc les normes de labo sont faites en fonction. Et donc même si tu fais ton HbA1c, donc qui est un marqueur justement qui te permet de savoir si tu vas être prédiabétique ou diabétique, en fait les normes labo, c'est correct, je crois, jusque 6,2 ou 6,5. Alors que si à mon âge, par exemple, à 34 ans, imagine, j'ai un HbA1c à 6,2. Mais t'es diabétique. En soi, c'est sûr que dans 10 ans, je suis diabétique. Mais tu l'es déjà. Et pour autant, dans les normes labo, je suis dans le vert. Alors que tu dois être à 4. Alors, je ne sais pas, en fonction de ton âge, ça peut être de 4,1 à 4,9. Mais quand tu es jeune, tu dois être en dessous de 5, c'est évident. Donc, moi, j'invite tous les gens qui t'écoutent à faire leur hémoglobine glyquée, puisque c'est une représentation pendant 3 mois de ta gestion des glucides. Et pourquoi on dit glyquée ? Parce que le sucre, quand il n'est plus dans les cellules, parce qu'il n'y a plus de place, il caramélise. Et c'est lui qui va boucher les trous. C'est lui qui va faire des AVC, qui va faire des thromboses, qui va faire des maladies cardiovasculaires. Et
La problématique vient, tu le sais, des années 70 aux États-Unis, avec le nommé Ansel Keys, qui a complètement inversé la pyramide alimentaire. Je pense qu'il y avait des conflits d'intérêts avec les grainiers, c'est-à-dire ceux qui vendaient les céréales, etc., et qui a plutôt favorisé de manger des céréales le matin avec du bon sucre, du bon lait d'élevage intensif, avec le jus d'orange. Et ça, regarde où en sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, parce que les boissons sucrées, c'est dans le monde entier, et surtout dans les pays pauvres. Et le premier à être diabétique, c'est la Chine. Moi, je croyais que c'était les États-Unis. Non, c'est la Chine. Vient l'Inde en deuxième et les États-Unis qu'en troisième. Nous, on est plus bas parce que heureusement, on a encore des terroirs et on a des gens comme toi qui va sélectionner des élevages extraordinaires. Parce que j'ai appris récemment, en faisant une conférence à Montpellier, tu as des élevages à l'herbage, mais finis aux ensilages. Bah oui. D'accord ? Et ça, je ne le savais pas, parce qu'il y avait une dame qui était toute contente, dit « Oui, moi je connais un élevage à côté de chez moi, ils sont à l'herbage et tout, mais ils sont juste finis, terminés alors que c'est ça qui a le plus d'impact sur le profil d'acide gras. » Mais je dis « Mais vous savez ce qu'il y a dans les ensilages ?»« Non. » Alors je vais expliquer ce qu'il y avait, du soja, du maïs, que des graines qui vont faire engraisser la bête d'oméga 6 et de mauvais produits, qui va l'enflammer, et ça va plus être une viande bonne pour vous, malgré le fait qu'elle ait passé sa vie à l'herbage. Donc, il faut que vous soyez sûr que cette viande est issue d'élevage à l'herbage, finie à l'herbage. Et ça, je trouve formidable ce que tu fais. Et c'est pour ça que je te fais une pub gratuite. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je l'explique parce que c'est important que vous le compreniez. Je suis là parce que je voudrais encourager des jeunes comme toi. J'encourage aussi des gens qui font du pain au levain naturel, fait au blé ancien, etc. Comme j'encouragerais, j'encourage aussi... Gabory, dont tu as beaucoup parlé aussi, etc. Moi, j'achète mon beurre comme tout le monde au supermarché, chez Bio & Co, ou Marcel et Fils et compagnie, parce que, voilà, moi, je l'achète surtout au printemps. Parce que c'est la réalité, c'est des produits que tu consommes. Voilà, je fais de la pub pour Cafilus, parce que c'est un yaourt avec des probiotiques formidables. J'avais rencontré Madame Klein il y a 40 ans. Voilà, on a besoin de gens comme vous, parce que la sécurité alimentaire ne peut plus être prise en charge par nos gouvernants, par nos médecins, par qui que ce soit. C'est nous-mêmes qui devons avoir confiance dans un label. Le label AB, il est pourri, c'est n'importe quoi. Il y a quelques labels bio qui sont intéressants comme Déméter, Nature et Progrès, qui se bat encore pour être un bon label. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Et pour la viande, il n'y a que dalle. Parce que moi, j'aime bien Bleu Blanc Cœur. Mais est-ce que je peux le dire ou pas ? Oui. Fais gaffe, hein, parce que j'ai foutu une bombe là. Vas-y. Tu vas parler de leur huile Isio 4. Bah oui. Ils ont mis leur estampille sur une huile raffinée qui va occasionner des acides gras trans dans votre organisme, qui est une huile qui est morte, qui va vous oxyder. C'est pas possible de faire ça. Comment se fait-il qu'ils aient mis leur label sur une huile comme ça ? Il y a un conflit d'intérêt, c'est obligé. C'est obligé, non ? J'ai essayé de les appeler parce que je fais des émissions sur Nutri Radio. On a essayé plusieurs fois de les appeler, on n'y arrive pas. Je te mettrai en contact avec Pierre Veil, peut-être qu'il pourra pourra te... Mais je le connais, Pierre Veil, il est venu faire des conférences à mes congrès. Mais il répond pas. Ok. Bon, quoi qu'il en soit... mais c'est important. Donc, ton label, moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans ton huile d'olive. D'autant plus que je le prouve, tu vois. Moi, c'est pas un label. Un label, en soi, c'est un tiers de confiance parce que tu peux pas aller vérifier dans la ferme ce qui se passe vraiment. Moi, je te montre ce qui se passe parce que je fais des vidéos des éleveurs, etc. Et je le prouve parce que je fais des analyses labo. C'est ça. Donc, c'est génial. Je peux pas mentir, si tu veux. Et ce que tu disais sur... déjà, sur le bio, malheureusement, je pense que... Tu vois, moi, j'achète mes fruits et légumes bio et je pense que là-dessus, c'est encore, d'une certaine façon, un gage de mieux. Mais pour autant, clairement, dans la viande bovine, par exemple, la viande bio, elle peut être nourrie jusqu'à 40% à base de céréales, de soja et de maïs, pourvu que ça vienne de l'agriculture biologique. Et c'est pire dans l'huile d'olive. Tu regardes les huiles d'olive en grande surface, il y a 60 millions de consommateurs qui a fait une enquête sur 22 huiles d'olive. Elles étaient toutes un mélange de plusieurs provenances, potentiellement oxydées, avec des marqueurs de pollution, notamment d'hydrocarbures et de microplastiques. Même les bio. Et donc là, tu te dis, on peut pas faire confiance au truc, quoi. Et en même temps, c'est parce qu'en grande surface, les consommateurs, ils attendent d'acheter leur bouteille d'huile d'olive 10 €. Maintenant, une huile d'olive de qualité, ça coûte pas 10 €. Et ce que t'expliquais sur les vaches soi-disant nourries à l'herbe mais finies aux céréales, en fait, une grande partie de la viande bovine qu'on achète en grande surface, elle vient de vaches laitières de réforme. Et les vaches laitières, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui passent une partie de l'année à brouter de l'herbe. Sauf qu'à force de faire des cycles répétés, parce que
pour qu'elles donnent du lait, les vaches, il faut leur faire des veaux. Donc les veaux, ils partent à la boucherie, en gros, et puis les vaches, comme ça, elles donnent du lait. Ça les épuise. C'est pas naturel pour elles de faire 2 fois par an des veaux. Donc elles finissent épuisées. Donc quand elles produisent plus suffisamment de lait, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de les engraisser pour en faire de la viande. Et comment on les engraisse ? Pendant 90 jours, on va leur donner du maïs et du soja qui sont riches en calories. Et donc, et la phase de finition, même si elle a mangé d'herbe toute sa vie, c'est ça qui va fonder le profil d'acide gras de sa viande, donc il va être beaucoup trop riche en oméga 6, mais même les marqueurs métaboliques de stress, etc., la teneur en certaines vitamines, en CLA. Donc voilà. Donc clairement, et ce dont tu parlais par rapport à Ansel Keys et à ce mouvement low fat avec ce fat bashing, tu disais oui, peut-être des lobbying, etc., qui sont intervenus. Je pense aussi qu'on était dans un contexte d'après-guerre où on cherchait des solutions à la croissance démographique hyper rapide de la population. Et dans ce contexte-là, comment nourrir une population de plus en plus nombreuse ? Les céréales, c'est hyper pratique parce que c'est très dense en calories, c'est facile à stocker, c'est facile à transporter, c'est facile à produire. Ça cochait toutes les cases. Donc, quelque part, tu vois, je pense pas que les gens étaient forcément mal intentionnés en se disant on va empoisonner les gens, tu vois. Déjà à cette époque-là d'ailleurs, il y avait des personnes qui disaient que le problème c'était plus le sucre et les céréales que le gras. Mais c'est juste que je pense que les graines étaient une solution beaucoup plus pratique pour ce qui semblait être l'enjeu majeur de la civilisation. Et aujourd'hui, la malnutrition, elle est plus caractérisée par le manque de calories, par la famine qui a reculé de façon générale dans le monde, mais plutôt par les carences. Et le surpoids et l'obésité. C'est une autre famine, parce que notre corps est en famine, puisque tu manges des calories vides, où il n'y a plus du tout les nutriments. Et maintenant, on sait. Ça fait 30 ans, moi, ça fait 40 ans que je fais des conférences, même 45 ans. D'accord ? Je suis dans ma 70e année. Et je me disais, en parlant avec Kousmine, Sédialef, enfin, tous des gens qui me mettaient en alerte, même Jean-Pierre Coff, qui disait « Ouais, mais c'est de la merde !» Il avait raison. Donc, aujourd'hui, on sait depuis des décennies. Tu trouves que les choses changent ? Quand tu rentres dans un supermarché, il y a 80% d'aliments ultra transformés. Moi, j'appelle pas ça des aliments, j'appelle ça des produits. Et ton corps paléolithique, qui lui a des millions d'années d'adaptation à des stress, à des famines, à de la malnutrition, entre guillemets, puisqu'il y a des fois, il n'y avait rien à bouffer, et bien, justement, aujourd'hui, notre corps n'est pas prêt à manger des produits industriels, des produits hyper transformés qui n'ont plus rien à voir avec notre nature. Nous sommes la nature, nous faisons partie intégrante de la nature et il faudrait manger comme nos arrière-grand-mères. Parce que je peux même plus parler de ma grand-mère, c'était déjà foutu. Mon arrière-grand-mère, oui, mais moi je suis née dans les années 50. Mon arrière-grand-mère, on faisait encore quand même des pot au feu, des bouillons d'os, des poules au pot, des choses comme ça. Qui sont très riches en collagène, en glycine, voilà. etc. On mangeait du temps de l'arrière-grand-mère, il n'y avait pas Kellogg et compagnie, tu vois. Il n'y avait pas de céréales au petit déjeuner. C'est vrai qu'on mangeait du pain, mais c'était un pain qui était quand même d'une qualité, on va dire, qui n'était pas bourré de cadmium, de craie et d'amidon, tu vois. Puis surtout, tu vois, le pain, puisqu'on en parle, il y a quand même une énorme différence entre un pain au levain naturel où tous ces micro-organismes vont faire une prédigestion enzymatique du gluten et qui vont en plus enrichir notre microbiote, vs le pain industriel au levain. Parce que maintenant, les industriels, ils ont bien compris que le mot levain, ça faisait vendre. Donc, écrivent pain. Attends, les industriels, maintenant, ils écrivent pain au levain sur leurs étiquettes, sauf qu'il y a du levain, mais aussi de la levure chimique. Et la levure chimique, elle fait lever la pâte beaucoup plus rapidement, et donc le levain n'a pas le temps d'agir, donc c'est juste de l'arnaque. Ce pain, il pèse, à mon avis, entre 500 grammes et 1 kilo. Il est hyper lourd. Un pain, aujourd'hui, qui a cette forme-là, il pèse même pas 200 grammes. Il est fait avec des levains, bien sûr du levain naturel, sans levure. Ben voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais allée voir Poilane, je peux le dire. Il avait des magnifiques boulangeries en nid d'abeille, c'était vachement bien fait. Mais je disais, mais comment vous faites votre pain ? Au levain, ok, mais on met juste un peu de levure. Parce que vous comprenez, il faut que notre pain soit stabilisé et qu'il soit régulier. Et le fait de mettre même une pincée de levure, ça fout tout en l'air sur le plan enzymatique et bactérien. Et ben moi, ce pain-là, c'est Panevivo que tu connais, Adriano. Alors, j'ai pas encore goûté, mais écoute, du coup, il m'en a offert là en même temps que toi, donc je vais pouvoir y goûter. J'ai un intestin qui supporte très peu de choses. Eh bien, j'en mangerai pas beaucoup, ça c'est clair. Mais je mange une tranche de son pain avec un bon beurre Gabori, j'ai pas mal au ventre.
Alors que je voulais te parler de mon expérience de la semaine dernière sur les oxalates. Mais ça te fait de la muscu en plus. Oui, il est lourd. J'aimerais te reparler des oxalates parce que ça vient en complément de mon alimentation keto. Et je me demande si le fait, quand les gens se mettent à manger différemment, surtout cétogène, ou dans le cétogène, on va sélectionner un certain nombre de légumes, d'accord ? Certaines graines, pour ceux qui mangent des aliments qui ne sont pas vraiment céto, mais de compensation, eh bien... Pourquoi les graines ne sont pas céto ? C'est le problème de toutes les graines, que ce soit des oléagineux, amandes, noix, noisettes, etc. Toutes les céréales, alors effectivement, quand tu manges cétogène, tu ne manges plus de céréales. Oui. 0 céréales, avec ou sans gluten. D'accord ? Mais tu manges encore des amandes, des trucs pas mal à base d'amandes. Mais quand tu coupes tout ça, si tu manges ce qu'on appelle la Lion Diet, c'est-à-dire c'est le céto extrême, c'est le céto carnivore. Moi, je ne suis pas céto extrême, hein, mais je suis céto avec des légumes et pas de fruits, très peu de fruits. Mais je me suis aperçue que dans les légumes que je mangeais, finalement, c'était des légumes qui ne contenaient pas d'oxalate. L'oxalate, je vais te dire ce que c'est parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Et la keto floue, je me demande si ce n'est pas un relargage d'oxalate. Je vous explique. On a tous entendu parler des oxalates quand il y a des problèmes de colique néphrétique et des cailloux au rein. Tout le monde sait ça, même le médecin, il va faire une recherche à ce moment-là, seulement à ce moment-là. Mais il se trouve qu'il y a énormément de légumes, de fruits et surtout d'oléagineux, les amandes étant les numéro 1, très très riches en oxalates. Ces oxalates, il y a d'abord de l'acide oxalique qui va dans ton corps se combiner avec tes minéraux. Calcium, magnésium, potassium, sodium, etc. Et il va faire des sels qu'on appelle les oxalates, qui, eux, se cristallisent. Et c'est comme si tu mettais un peu de sucre glace, ils cristallisent et ils collent. Et ils ne s'en vont pas. Ils vont, si tu en manges tous les jours, et c'est tout le problème des extrêmes qu'on a fait aujourd'hui avec les smoothies, avec les jus verts, avec les super aliments détox. Et ces super aliments détox, le pire du pire, c'est l'épinard. Il te suffit de 5 feuilles d'épinard pour outrepasser, pour faire un tsunami d'oxalates. Normalement, ton corps, il peut gérer entre 20 mg et 150 mg d'oxalates. Et il saura physiologiquement si tu as un bon microbiote. Si tu es né par voie basse et que tu as encore une bactérie qui s'appelle Oxalobacter formigenes, ou je ne sais pas comment on le dit, eh bien, tu peux neutraliser ces oxalates, il n'y a pas de souci. Mais, imaginons que tu vas dans la superfood de cacao cru. Ça a été une mode, hein, de manger du cacao cru. Ça l'est encore. Et ça l'est encore. Sous la houlette de Brian Johnson, notamment. Voilà. Quand tu manges donc du chocolat hyper noir, plus il est noir, plus il contient d'oxalates. C'est le pire. Hein. Donc, par exemple, un carré de chocolat noir à 90%. Est-ce qu'on est déjà au-dessus de la limite ? On peut être très vite au-dessus. Ouais, il suffit de 3 carrés pour ça, t'es dans le tsunami. Okay. Les épinards, c'est le pire, franchement. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais un enfant qui aime les épinards ? Il n'y en a pas un qui aime ça. Tous les enfants font la gueule quand tu fais une diversification avec des épinards. Hein. Bon, ça c'est en aparté parce que je me souviens de mon fils qui avait horreur des épinards et maintenant je comprends pourquoi. Tu en as dans l'oseille, ça on le sait. Tu en as dans la rhubarbe. Mais tu en as dans les graines de chia. Tu en as dans le sarrasin. Moi qui mangeais sans gluten, heureusement, je mangeais plus de pain sans gluten. J'en ai mangé à un moment donné au sarrasin ou au chanvre. Le chanvre est très riche en oxalates. Donc, tu as vite outrepassé ta capacité d'absorption et d'élimination. Ce qui fait que tu te retrouves avec des couches d'oxalates qui vont pendant des décennies et plus tes décennies avancent, ce qui est mon cas. Et si tu en manges tous les jours, ton jus vert ou ton pain au sarrasin, avec ton gâteau aux amandes, parce que les amandes sont très riches en oxalates, et que tu manges tes bons petits chocolats bien noirs en dessert et que tu aimes bien manger tes 4 carrés, mais tu es dans un tsunami d'oxalates qui peuvent être asymptomatiques pendant longtemps, c'est-à-dire que tu n'auras pas de symptômes, et à un moment donné, tu vas te retrouver avec des douleurs articulaires, avec des problèmes aux yeux. Moi, j'avais un petit peu les yeux rouges. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça venait de temps en temps.
Et j'ai compris, parce que il faut lire le livre de Sally Norton, Toxic Veggie, c'est en français maintenant. Tu le montreras, hein, tu le mettras en incrusté. Eh bien, il faut y aller par paliers pour éliminer les oxalates. Parce que si tout d'un coup, tu fais l'Iron Diet, il y en a qui sont comme ça, en régime cétogène strict. Ils mangent de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, mais ils ne mangent pas de végétaux. Voilà, c'est carnivore carrément. Oui, c'est ce qu'on appelle le régime carnivore. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Eh bien, tu vas te retrouver tout d'un coup, ton corps dit « Ah chouette, je vais pouvoir éliminer mes oxalates parce que c'est un poison pour l'organisme, pour le système nerveux, pour tes muscles, pour tes os, pour tes muscles squelettiques, pour tes tendons, pour tes glandes, tes reins, ton foie. C'est incroyable. Ça peut te rendre résistant à l'insuline, en inflammation. On ne comprend pas. Les gens mangent bien. Ils disent, je ne comprends pas. J'ai encore une inflammation de bas grade. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis encore résistante à l'insuline, etc. Tu vois, il y a les fibromyalgies, ce syndrome moderne où tu as des douleurs un peu partout. Les oxalates. Donc, comme personne n'en parle, personne n'a compris que ça s'accumulait dans l'organisme, sauf dans les périodes où tu en manges moins. Et donc, quand tu en manges moins, tu vas relarguer des oxalates. Et si tu les regardes trop fort, tu peux avoir des symptômes, tu peux avoir des caillots au rein, tu peux avoir des douleurs, et tu te dis, mais attends, c'est pas bon le régime céto puisque j'ai des douleurs qui sortent. Ben non, c'est que ton corps est en train d'éliminer, et tu prends la guérison pour une maladie. Donc, il faut faire très attention à ça. Et elle explique par palier comment se désintoxiquer des oxalates. Ça peut mettre des années. Hein. Ça peut mettre des années. En fait, en fonction de ton âge. La problématique, je pense que pendant des centaines de milliers d'années, on avait naturellement une variété importante dans les aliments qu'on consommait parce qu'on était contraint par les cycles de la nature. Et aujourd'hui, il y a une telle disponibilité des mêmes fruits, légumes, oléagineux, chocolat, etc. toute l'année qu'on peut en manger. Là, tu parlais du chocolat, on peut en manger facilement tous les jours. Absolument. Et en fait, le corps n'a jamais le temps de détoxifier les oxalates. Tandis qu'avant, peut-être qu'on aurait mangé des choses hyper riches, des épinards, par exemple. David, mais après, on en aurait mangé pendant une semaine et puis après, plus pendant 3 mois. Quoi. David, il n'y a pas d'épinards d'abord. Oui, bon. Mais dans l'idée. Non, mais n'oublie pas que nous sommes chasseurs-cueilleurs. Il ne faut pas l'oublier. Et il y avait des moments où on n'était que chasseurs parce que la cueillette, il n'y avait que dalle. Hein, quand tu as la neige qui recouvre le sol, quand tu es dans une aire glaciaire, va chercher des épinards, il n'y en a pas. Hein. Je crois que c'est un légume qui a été complètement inventé par l'homme, comme le colza d'ailleurs. Le colza était un produit hyper toxique que l'être humain a bidouillé pour que l'acide érucique soit moins toxique. Mais l'huile de colza est très riche en oméga 6, même s'il y a un peu d'oméga 3. Ça contrebalance tellement les oméga 3 qu'ils ne servent à rien, quoi. D'autant plus que c'est les oméga 3 végétaux qui sont synthétisés à hauteur de 5% par le corps. Totalement inassimilables, totalement. Mais tu vois, tout ça, c'est de la pub. Donc, ça fait vendre des margarines, ça fait vendre des huiles dégueulasses, ça te fait croire que les oméga 3, puisqu'il y en a, mais on ne vous dit pas que nous, mammifères, on les absorbe très mal, on n'est pas des vaches, hein. On n'a pas 4 estomacs pour avec les bactéries, amalgamer tout ça et faire justement notre chair. Notre chair, elle se fait avec la chair. Nous sommes descendus de l'arbre pour chasser. Et nous ne sommes plus des singes. Et d'ailleurs, même les singes mangent des petits animaux, d'ailleurs, ce qui est incroyable. Mais on était avant tout des chasseurs, des pêcheurs et un peu des cueilleurs quand il n'y avait rien à bouffer. Si on avait été que cueilleurs, on ne serait plus là. Parce que les végétaux, ils étaient là bien avant nous et ils ne veulent pas qu'on les mange. Ils ne peuvent pas courir pour que tu les attrapes. Ils ne peuvent pas se défendre. Alors, comment ils se défendent? Ils se défendent avec les antinutriments, les lectines dont j'ai déjà parlé là, abondamment, mais il y a un autre livre qui va sortir à la rentrée là-dessus, de Stephen Gundry. Il y a bien sûr les oxalates qui sont passés sous le radar de tout le monde. Tout le monde s'en fout. Hein. Ils t'en parlent comme ça, gentiment. Mais c'est pas gentil, les oxalates. C'est le pire antinutriment que la plante a élaboré pour ne pas qu'on la mange. Et comment on a découvert ça, justement? Parce que si ça passe invisible, qu'on n'en a pas parlé depuis 20 ans, etc. On en parle, je te dis, que pour les coliques néphrétiques et les caillots au rein. Mais il se trouve que Sally Norton a été végane pendant 20 ans. Hein. Et on l'a opérée 4 fois des pieds. Elle a été en fauteuil roulant pendant 4 ans. Elle ne pouvait plus marcher. Et elle ne comprenait pas. Elle s'est dit, mais comment j'aurais pu imaginer que mon smoothie que je prenais le matin en me disant je mange mes épinards, je mange mes blettes, je mange que des aliments qui sont des super aliments, pouvait être finalement celui qui allait m'occasionner
tous ces problèmes de santé. Et donc, elle a fait une recherche, bien sûr, et il se trouve que ça fait plus de 200 ans qu'on connaît le problème, mais la problématique, je pense, vient de ces diètes extrêmes qui sont très à la mode. Et on va me dire, oui, Marion, elle a encore trouvé un truc. Non, non. Non, moi, je vis les choses que je vous dis et je cherche, je vais toujours à fond dans mes recherches, dans ce que je vais vous dire. Et c'est pas ma dernière lubie, c'est que la science avance et que enfin, on peut trouver une solution. Moi, j'ai trouvé des solutions. J'avais eu un accident de vélo, tu te souviens? Et il y avait un muscle là, ma jambe droite. Il y a des moments, quand je restais assise, quand je me levais, j'avais le coup de couteau parce que je mangeais encore des amandes. J'étais pas au courant de ça, moi, de ces trucs-là. Et ça m'arrivait de manger des épinards, mais pas trop. Mais je mangeais de temps en temps tous ces produits, des fraises, des framboises. Des framboises, j'adore les framboises. Eh bien, heureusement qu'il y a des fruits qui ne contiennent pas d'oxalate, comme les melons, les pastèques, les pêches, tout ça, il n'y a pas d'oxalate. Mais parce que dans les fruits rouges, dans les fraises et framboises... Voilà, tout, alors tu comprends, les gens qui font du keto, ils mangent plein de fraises et de framboises. C'est bourré d'oxalate. Attends, moi, c'est mes fruits préférés, les myrtilles. Mais moi aussi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'aime bien le goût de la framboise. Je passe mes framboises dans ma soupière à la vapeur, tu sais, et elles fondent très vite. Et après, je passe le jus et je fais un petit sirop avec de l'allulose. Comme ça, parce que c'est surtout dans les graines qu'il y a les oxalates. Comme ça, j'ai le bon goût avec mon allulose, tu sais, que c'est ce sucre qui est un sucre extraordinaire qui n'est toujours pas autorisé en Europe, mais il y a un laboratoire qui est en train d'essayer de le faire passer parce que je ne comprends pas pourquoi. Ça fait plus de 15 ans que ça existe aux États-Unis, dans plein de pays que c'est autorisé, pas chez nous. Je pense qu'il y a des conflits d'intérêts derrière ça parce que l'allulose te permet d'activer ton hormone de satiété, le GLP-1. En plus, c'est un prébiotique et en plus, ça te fait baisser la glycémie. Je l'ai testé. Et c'est un pouvoir sucrant. Donc, c'est génial. C'est pas un sucre comme le xylitol ou le rétritol qui te défonce l'intestin. Ça n'a rien à voir. Ou la stevia qui est bourrée d'oxalate. Donc, l'hypervitamine C, alors ça, tu relis, si tu lis le livre de Sally Norton, elle explique que les gens qui prennent de la vitamine C des 1 gramme par jour, à terme, ils sont bourrés d'oxalate parce que ça se transforme en oxalate. Si tu prends 250 mg par jour, ça va. C'est la dose que tu peux métaboliser sans que ça fasse des précipitations d'oxalate toxiques. Et si tu prends 100 grammes de framboise, par exemple, t'es au-delà? J'ai plus le tableau en tête, faut le regarder, okay. Mais ça va vite. Hein. Donc tu comprends que des gens qui font du keto, mais qui vont se bourrer d'amandes, parce qu'effectivement, les amandes n'ont peu de glucides, qui vont se bourrer de framboises et de fraises, qui sont des régimes, des fruits low carb, eh ben, ils s'intoxiquent aux oxalates. Après, on parle de keto flou. Mais est-ce que c'est de keto flou? Bien sûr qu'il faut prendre des électrolytes. Alors, ça fait partie des solutions de Sally Norton. Les citrates, les choses comme ça, les citrons pressés, etc. Mais si tu n'es pas au courant de ça, bah, tu vas être mal. Hein, et tu vas arrêter le cétogène en disant « Ouais, c'est dangereux », comme disent beaucoup de médecins qui sont sur les plateaux télé. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'on fasse des raccourcis comme ça, alors que c'est l'alimentation ancestrale du chasseur-cueilleur. Je suis désolée. On ne mangeait pas du sucre comme ça, des gâteaux, des pots de miel tous les jours, etc. De ce que j'ai lu, en tout cas, ce fameux régime paléo, en réalité, il n'existe pas parce que ça dépendait du contexte, de l'environnement, de la période de l'année et tout. Mais par contre, ils sont quand même arrivés à la conclusion que 65 à 70% des calories que consommaient les chasseurs-cueilleurs provenaient des protéines animales. Alors, il faut bien comprendre que les protéines animales, elles vont toujours avec des graisses animales. Et donc, naturellement, il y a une sorte de biais là-dedans qui fait que c'est des aliments qui sont plus riches en calories que des légumes, que les légumes racines, etc., qui mangeaient à côté. Donc ça ne veut pas dire que 70% du poids de ce qu'ils mangent étaient des animaux, mais par contre, dans le rapport calorique, la majorité venait quand même de ça. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quels que soient tes engagements éthiques ou écologiques ou envers le bien-être animal, tu peux pas, c'est très respectable, mais tu peux pas espérer changer une physiologie qui a évolué sur 300 000 ans avec un certain fonctionnement, et espérer en une décennie ou 2 décennies en changer radicalement parce que toi, dans ta tête, tu t'es dit que tu préférais manger des lentilles, etc. Et donc, du coup, parce que il faut bien qu'elles viennent quelque part, tes calories. Donc, c'est surtout si tu fais du sport, que tu es assez actif, etc. Donc, la viande féroce food. Voilà. Donc, tes nouveaux super aliments, pour toi, c'est quoi? C'est la viande, les abats, les poissons, les fruits de mer? Pas de la viande d'élevage intensif. Parce que celle-là, elle va t'amener des oméga-6 et elle n'aura pas les vitamines que tu trouves dans les abats de tes élevages. Moi, j'ai une confiance absolue dans ce que tu fais et j'adore tes steaks hachés. Je les mets 7-8 minutes à la vapeur dans mon vitaliseur
Et je fais la sauce avec, on l'a fait ensemble, Ouais, tamari, huile d'olive, c'est une tuerie. tamari et même ta graisse de bœuf. Ah oui, avec le suif. Ah ouais, mais c'est génial, je le fais fondre, tu sais, dans un bol au bain-marie. Je le fais aussi. C'est extraordinaire parce que la graisse, comme elle permet l'absorption des sels minéraux, parce qu'il y a des minéraux dans tes Bien foies, sûr. tu comprends? Même beaucoup. Et là, il passe la barrière encéphalique. Et là, tu as un cerveau qui est nourri. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut forcément Alors avoir... ça, c'est pas moi. Ouais. Ça, c'est les travaux de Dave Asprey. Ils vont sortir un livre, je crois, chez Thierry Soucard en fin d'année, je crois. Et lui, alors là, il est blindé et il a son propre labo. Et il fait plein d'analyses. Et il a mis en exergue le fait que les minéraux, pour nous, ne sont bioassimilables qu'en compagnie de graisses saturées, mais de bonne qualité. Ça peut être un beurre Gabori, un ghee Gabori ou ton suif de bœuf. Et je suis désolée que tu sois en rupture parce que moi, j'en veux. Mais là dans une semaine, je vais en avoir de nouveau. Mais le suif, c'est quelque chose de dingue. Dès que je reçois 500 pots, c'est bon, en plus. je les mets. En 24 à 48 heures, on est sold out. Et étant donné que la production de suif, elle suit notre production générale, parce que nous, tu vois, on utilise toutes les parties de l'animal. On a une valorisation de la carcasse qui est aux alentours de 85% vs 60% dans le conventionnel. Donc on utilise une plus grosse partie, mais naturellement, enfin voilà, on est quand même limité par la matière première et cet équilibre matière. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en avoir plus aussi. On a beaucoup de oui, demandes. Parce qu'il y a une arme secrète dedans dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qu'on en parlera quand il sera temps. Donc, Mais donc, ouais, effectivement, c'est un sujet hyper intéressant aussi. Ok, et donc, concrètement, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui pensent encore que un régime végétarien, c'est bon, il faut manger beaucoup plus de légumineuses, d'oléagineux, etc. Ils se sont laissés avoir par le marketing. Ils se sont laissés avoir par la monoculture, donc par les industriels de l'agroalimentaire, qui... Même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de complot, ok, il n'y a pas de complot, mais ils te passent quand même dans un scanner pour vérifier au niveau de ton cerveau ou dans un IRM, pour voir là où tu allais avoir le plus de shoots de dopamine pour le curseur de sucre. Donc si on dit qu'il n'y a pas de complot, moi je suis désolée, ce qu'ils veulent c'est vous vendre des produits ultra transformés et nous ne sommes pas faits pour ça. Et donc, tu comprends, c'est tellement facile de diaboliser la viande. Parce que c'est vrai, L214 a démontré, je dirais, les abus et les excès des élevages intensifs, du non-respect des animaux. Mais je suis d'accord avec eux, j'adore les animaux. J'ai une tante, c'est Brigitte Bardot, obèse, donc bien sûr. Mais toi, tes élevages, ils sont respectés, ils sont abattus dans un respect aussi. Avec peut-être des petits camions qui viennent dans les élevages, je crois que c'est encore possible, ils ne sont pas survaccinés. C'est même pas des petits camions qui viennent dans les élevages. En réalité, on est sur du pâturage rotatif. Donc toutes les 2 à 3 semaines, on doit les changer de prairie pour laisser le temps à l'herbe de se régénérer. Donc ils ont déjà l'habitude d'être déplacés de parcelle en parcelle. Donc pour eux, monter dans une remorque, c'est pas un stress supplémentaire parce qu'ils l'ont eu toute leur vie. Et c'est l'éleveur qui emmène lui-même ses animaux à l'abattoir à la première heure du jour. L'abattoir qui est à quelques kilomètres de la ferme, donc le trajet est très court, et à la première heure du jour pour pas qu'il y ait d'attente en abattoir et pas de stress supplémentaire. Ah oui. Parce que bon, si nous étions, je sais pas moi, quels sont les animaux, des vaches ou des éléphants, on mangerait que de l'herbe, on serait fabriqués pour ça. Mais il se trouve que nous sommes omnivores, chasseurs-cueilleurs. Si nous n'avions pas chassé, nous ne serions plus là. Donc, il faut bien comprendre que le végétarisme est venu avec une idée que si on se végétalisait, on allait devenir tellement léger qu'on va se spiritualiser et toucher Dieu, quoi. Et c'est un peu ça qu'on a voulu nous vendre, hein. Donc, moi, j'ai été végane pendant 3 ans. Je me suis laissée, je dirais, emporter par ces sirènes. Et puis, au bout de 3 ans, mes dents se déchaussaient, j'avais des petites pertes de cheveux, donc je devais être en hypothyroïdie. J'avais repris du poids. Je me dis, attends, pourtant, je suis dans le Graal de l'alimentation. Et c'était dans les années 70, hein. Donc, oui, 70. Donc, à l'époque, le véganisme était à son b.a.-ba. On appelait ça les végétaliens. Mais le végétarisme et le jeûne étaient quelque chose qui était plutôt hindou, où tu étais en tailleur toute la journée à ne pas bouger. Donc, Gandhi faisait des jeûnes de 90 jours, etc. Mais c'est pas physiologique, ça. 90 jours. Oui,
il était très, très affaibli à la fin. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais j'en ai plein des témoignages comme ça, franchement, dans les clients de Le Pharos. pranisme, on ne mange plus rien. Et le truc, c'est que le problème aussi, c'est que potentiellement, tu vois, c'est des régimes. Les problématiques. Le corps est quand même capable de compenser des carences, notamment, tu sais, c'est le professeur Bruce Ames qui a montré ça, que s'il manque de certaines vitamines ou minéraux, il va privilégier les processus qui lui permettent de survivre à court terme, quitte à invalider ceux qui lui permettraient de survivre à long terme. C'est assez logique d'un point de vue évolutif, mais du coup, ça fait que potentiellement, tu peux faire de mauvais choix pour ta santé, et puis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va. Tu vois, par exemple, la B12, il faut plusieurs mois avant de détecter une carence. Le fer, c'est pareil, même le calcium, on a des stocks qui sont importants dans le corps. Et puis par contre, le problème, c'est que quand on commence à s'en rendre compte, après 3, 4, 5 ans, et franchement, j'en ai beaucoup des témoignages comme ça, après, pour renverser la balance et retrouver un état de pleine santé et de vitalité, c'est pas facile, quoi. Moi, j'ai mis très longtemps. Et donc, je voulais parler de mon expérience de la semaine dernière. Je dis, allez, tant pis. J'étais au restaurant, j'ai bu un jus vert. Il y avait un truc tout fait maison, concentré de tomates très concentré maison, une espèce de petite purée de pois, quand même de la viande. Et j'ai pris un petit dessert avec une petite galette de noisettes. Toi, je dis, allez. Hein, on ne va pas être orthorexique, on va se faire plaisir et compagnie. À 17h, j'ai commencé à être pliée en deux. Mais moi, je suis pliée en deux. Hein. S'il y en a qui connaissent ce genre de douleur, c'est des crampes, le ventre qui gonfle, l'enfer. Et ça a duré plusieurs heures. Hein. Ça s'est calmé dans la nuit, mais après, pendant plusieurs jours, moi qui avais une sinusite chronique que j'ai réglé avec l'alimentation que je fais maintenant. C'est-à-dire, avec une gestion thérapeutique des glucides, moi je suis à 20-30 grammes, pas plus, parce que je mange des légumes, mais les bons légumes, j'ai commencé à avoir des glaires dans le nez, une narine qui s'est bouchée pendant 2-3 jours. Donc je me dis, ah non, pas la sinusite qui revient. C'est l'enfer, une sinusite chronique, c'est l'enfer. Donc finalement, tu manges un repas, d'accord, normal entre guillemets. Et ton métabolisme, il se dérègle plusieurs jours. Oui, parce que tu n'es plus habitué à ça aussi. Voilà. Alors, tu as bien dit la chose. Mon corps, heureusement, est en bonne santé et réagit. Mais les gens qui mangent tous les jours comme ça, le corps, comme tu dis, il est très généreux. C'est comme quand tu vas fumer ta première cigarette. Tu tousses. C'est infernal, une première cigarette. Quand tu vas la fumer, moi j'ai essayé, comme toutes les copines, on est bête quand on est adolescent et on veut crâner en essayant d'avaler la fumée, ce que j'ai fait. Mais j'ai toussé, ça m'a donné la tête qui tourne et compagnie. Et toute personne qui a fumé ou qui fume sait qu'au bout d'un moment, tu tousses plus. Au bout d'un moment, tu n'as plus la tête qui tourne et ça y est. Ton corps a trouvé un chemin de traverse pour ne pas extérioriser ses réactions. Et donc, quand tu manges McDo, que tu bois des sodas dégueulasses, que tu manges ultra transformé, que tu manges plein de céréales avec ou sans gluten, plein d'oxalates parce que tu n'as même pas la conscience que ça existe, etc., ton corps, il se débrouille. Et tu sais quelle est la première cible, à part les reins, des oxalates ? Les articulations ? La thyroïde. Et regarde le nombre de problèmes thyroïdiens. D'ailleurs, ça vient du Japon. Hashimoto, c'est le japonais. Ok, même si ton génotype, c'est d'avoir un DIO2, c'est-à-dire tu es mauvais convertisseur T4, T3, mais ça n'est que 10% la génomique. 90%, c'est ton mode de vie. Donc, on peut avoir un DIO2 qui est pas terrible. Et si tu as un bon mode de vie, tu n'iras jamais dans la Hashimoto ou jamais dans la maladie auto-immune. Donc la thyroïde, quand je vois le nombre de femmes qui ont une hypothyroïdie ou plus de thyroïde du tout, ou des goitres, qui sont sous médicaments, je ne citerai pas lesquels et compagnie, mais quel dommage. Et le nombre de femmes qui ont des problèmes de sexualité et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est pas que la résistance à l'insuline, c'est également dû aux oxalates qui vont cibler les hormones. Puis peut-être aussi le gluten et tous les problèmes de perméabilité intestinale qui déclenchent des réactions auto-immunes. Oui, mais le gluten, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si tu manges sans gluten et que tu te bourres de sarrasin, ce que j'ai fait, tu vas te bourrer d'oxalates. Tu comprends ? C'est pour ça que pour moi, c'est important dans ton podcast qu'on parle de ça, que les gens soient conscients de ça. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande, vous lisez le bouquin de Sally Norton. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne touche que dalle sur son bouquin. Mais elle devrait avoir le prix Nobel pour moi.
C'est quelque chose, parce que la science avance. Et Ben Bikman, tous ces gens-là sont en train de s'y mettre parce que c'est passé sous le radar de tout le monde. C'est parce qu'elle a été touchée dans sa chair, qu'elle a fait des études systémiques là-dessus, que maintenant, on peut vraiment en parler d'une façon... Il y a des milliers d'études là-dessus, mais personne ne le regardait. C'est tout simplement. Du coup, je comprends que certains légumes sont à bannir de notre alimentation ou en tout cas doivent être cyclés. C'est-à-dire que... Parce que déjà, si tu manges vraiment de saison, mais je dis vraiment parce qu'en réalité, aujourd'hui, on croit que la saison des pommes, c'est de fin août à mai de l'année d'après, tu vois. Parce que tu vois un produit de saison, même dans les magasins bio, alors que tu as toujours des pommes. Bref. Il n'y a pas d'oxalate dans les pommes. Mais oui, non, mais bon, c'est pour la parenthèse, c'est pour l'exemple. Mais donc, si tu manges vraiment de saison, même si tu prends des produits potentiellement qui sont riches en oxalate, normalement, eh bien, ton corps aura des phases de détoxification parce qu'il y aura d'autres moments où tu vas moins manger. Si tu lui laisses le temps. Bah oui, mais tu lui laisses naturellement le temps si tu manges vraiment de saison. Parce que la si disponibilité, tu manges de saison, voilà. La disponibilité d'un produit, normalement, elle est peut-être de 3 semaines, tu vois, dans le vrai règne animal, entre guillemets. Enfin, végétal en l'occurrence. Mais bref. Et donc, concrètement, tu sais, par exemple, Anthony Berthoud, il conseillait de manger... il ne connaissait pas les oxalates. Il disait que, selon des recherches, etc., nos ancêtres, ils mangeaient entre 1 kg et 1,5 kg de légumes par jour. Et Mouton, lui, il conseille de manger 50 espèces différentes chaque année. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins, il y a de la variété. Donc on ne concentre pas un poison, parce qu'il y a les oxalates, mais tu peux parler aussi d'un tas d'autres trucs. Il y a plein de légumes. tous les champignons ne contiennent pas d'oxalates, sauf le chaga. Donc justement, toi, sur les légumes, c'est quoi ton approche? Est-ce que parce que là, tu les diabolises, et à raison, hein, je suis pas du tout en train de te critiquer. Il y a plein de légumes que tu peux manger. Voilà, et donc, est-ce que tu continues à en manger en quantité importante? Est-ce qu'ils ont encore des bienfaits? Tout le problème vient, et tu l'as dit, c'est que les gens mangent toujours la même chose. Ils mangent toujours les mêmes légumes. Alors qu'il y a une variété de légumes extraordinaire, et en plus, beaucoup ne contiennent pas d'oxalate. Tu as toutes les salades que tu veux, tous les choux que tu veux, sauf le kale, parce que c'est de la feuille. Mais tu peux manger du brocoli, tu peux manger des choux-fleurs, tu peux manger des choux de Bruxelles, tu peux manger des poireaux, tu peux manger des fenouilles, toutes les courges que tu veux, toutes les salades. Donc moi, j'adore les endives, hein. Mais la romaine, etc., les champignons. Les tomates les tomates, il faudrait que tu enlèves les grains et la peau, parce en plus, elles contiennent des lectines. Les solanacées ne veulent pas que tu les manges. Le problème des solanacées, c'est pommes de terre, tomates, aubergines. Il ne faut pas aller trop loin, parce que moi, je mange quand même des courgettes et ça ne me fait rien du tout. Mais les courgettes en ont très peu. Mais en revanche, toutes les courges, tu peux y aller. Et même, tu peux prendre des graines de courge, des graines de tournesol. Celles-là n'ont pas d'oxalate. Même s'il y a des oméga-6, c'est pas grave. Et les noix de macadamia, ça va. Tu vois ? Donc, il y a moyen de trouver et des fruits, parce que tous les melons n'en contiennent pas, les pêches, les pommes, les poires... la pastèque, il y a quand même beaucoup de fruits et de légumes. Est-ce que les gens vont manger toute cette variété? Tu vois? Et on peut éviter, tant qu'à faire au départ, si on veut essayer d'être juste, évitons les aliments les plus riches en oxalate. Je vais te les citer. C'est les épinards. Oseille, personne ne mange de l'oseille, hein, c'est très rare. Hein. Donc épinards, oseille, blettes. Alors les blettes, c'est vrai que beaucoup de gens à la campagne mangent des blettes. Évitez les blettes. Les betteraves. Il me semblait que les betteraves, c'était surtout dans les feuilles quand elles étaient cuites à la vapeur. C'est dans les feuilles, mais c'est aussi dans les betteraves. Même si elles sont cuites etc. Oui, la cuisson n'enlève pas les oxalates, ou très peu. Okay. Certaines cuissons peuvent améliorer les lectines, mais les oxalates, c'est compliqué. Hélas, j'aimerais bien le dire, mais hélas, non. J'aimerais bien, hein, mais non. Parce que tu sais bien que moi, je conseille le vitaliseur. Donc, bon. Il y a les graines de chia. Tout le monde se bourre de graines de chia, de chanvre, de sarrasin. Donc, chocolat. Ça, évitez de chocolat et de cacao. Ouais, cacao. Alors, elle dit, prenez du chocolat blanc. Alors, moi, je vais vous dire comment faire du chocolat blanc maison. Maison. Tu vas prendre du beurre de cacao. Je vais vous mettre au point une recette. Je vais le faire. Hein. Déjà, où est-ce que tu trouves du beurre de cacao? Moi, j'en ai jamais vu. Si, dans tous les diététiques, t'en as. Ah oui, voilà. Tu les as en petites capsules, le beurre de cacao. Okay. Et tu peux même les avoir en barre. D'accord. Tu le fais fondre au bain-marie, dans mon vitaliseur, dans ma soupière. Tu rajoutes de la crème fraîche Bernard Gabory. Mais là, tu prends de la crème de vache, parce que la brebis, elle n'est pas assez dense en crème. Tu rajoutes de l'allulose, d'accord? Et tu fais prendre un petit peu à très feu doux. Si tu as une casserole, tu le fais prendre à très feu doux. D'accord? Et ensuite, tu le mets sur une plaque et tu laisses refroidir. Parce que les graisses saturées, tu sais qu'elles figent quand elles refroidissent. Tu fous ça au frigo et tu coupes tes
petits carrés. Et tu as un chocolat blanc avec la lulose et tout ça. Super bon, tu te fais plaisir, tu es keto à fond la caisse et tu te fais pas mal. Pas mal, non? Pas mal, pas mal. Hein? Écoute, je prends la recette, je testerai. Mais il faut que je trouve les proportions, je te le dirai. Bah, je les mettrai en lien dans les ressources de l'épisode. Tu parles pas mal de livres que tu as importés des États-Unis, notamment aux éditions Thierry Soucard. Donc, tu as parlé de Gabrielle Lyon, de c'est sur les muscles squelettiques. Voilà, ouais. Super Toxique, là, c'est ça Super Veggie Toxique. Toxic Veggies. Donc, Toxic Veggies de Céline Norton. Et donc, Résistance à l'insuline de Ben Bikman. Voilà. Et le dernier, c'est de Georgina Head, c'est ça Georgia Head, qui parle de nourrir son cerveau et de la santé cérébrale. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Extraordinaire. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Donc, je l'ai lu parce que Nessim me l'a envoyé. Et donc, Nesséden me l'a envoyé. Et donc, j'ai eu le plaisir de le lire. Et franchement, au début, tu vois, je me suis dit, ouais, enfin, j'étais pas convaincu par le livre, et en fait j'ai adoré. Et donc c'est vraiment incroyable cette histoire, parce qu'elle s'est aperçue qu'elle est partie du principe, elle s'est dit le régime cétogène, ça aide les personnes initialement qui sont épileptiques. L'épilepsie, c'est un trouble neurologique, donc si ça fonctionne pour ça, peut-être que ça pourrait avoir des applications sur d'autres maladies neurologiques, comme la dépression, le TDAH, la schizophrénie, etc. La bipolarité. Et la bipolarité. Elle a eu des résultats incroyables. Et donc là, j'ai commencé à écouter des replays des tables rondes conférences que tu as organisées. Alors, je me souviens plus du nom du sommet. Alors, c'était le congrès « Le futur est dans l'origine ». Voilà, le futur est dans l'origine. Et donc, il y avait quelqu'un aussi qui témoignait qu'elle était dépressive, son mari était TDAH. Le TDAH a un facteur génétique pour une part. Et donc, les deux enfants qu'ils avaient tous les deux un TDAH. D'ailleurs, je lis, il y a un livre qui s'appelle « On vous vole votre attention » qui parle justement notamment de cette évolution des TDAH. Ce livre-là a une approche différente, mais est aussi très intéressant. Je ferai peut-être une petite parenthèse après sur le sujet d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, ces enfants prenaient des psychostimulants, donc type Ritaline, et en passant en cétogène, elle a réglé sa dépression, lui a réglé ses troubles de l'attention, et ces deux enfants ont arrêté de prendre des psychostimulants qu'ils prenaient. Donc c'est hallucinant, tu vois, et ça rejoint exactement ce qui est dit dans le livre. Et pour autant, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Comment est-ce que l'alimentation peut guérir ces troubles, alors même que c'est des gens qui sont démunis, qui n'arrivent pas à trouver de solution, qui prennent des médicaments qui sont quand même des médicaments puissants, tu vois. C'est assez hallucinant, quoi. Ça fait plus de 100 ans qu'on est au courant, puisque la clinique Mayo l'utilisait pour lutter justement contre les épilepsies. Et on le sait que, alors plutôt que de faire mourir de faim les gens à jeûner, ils sont aperçus que c'était comme si on faisait jeûner l'organisme en leur faisant manger de l'alimentation strictement cétogène. Donc eux, je crois que c'était Carnivore Diet. Et son livre donc, de Georgia Head, qui est psychiatre métabolique, c'est une nouvelle branche de la psychiatrie. Et d'ailleurs, nous allons à ce propos organiser un congrès en novembre, 15 et 16 novembre à Toulon, sur le sujet de la santé mentale. Et il y aura le docteur Danan, qui est à Toulouse, qui est un psychiatre métabolique et qui travaille avec Georgia Head, qui a écrit Change Your Diet, Change Your Mind, qui a été traduit en français, Nourrir son cerveau, changer son mental. Et ça, c'est génial, parce que moi qui suis une bonne TDAH aussi, eh bien, ma mémoire s'améliore. Je m'énerve moins, tu vois, parce que moi, je pars dans les tours à fond la caisse très vite, tu vois. Mon sommeil s'améliore. Depuis que je fais le cétogène, ça fait plus de 2 ans maintenant. Donc, tu vois, finalement, c'est l'alimentation de l'être humain depuis des millions d'années. On a oublié notre bon sens. Je crois que le bon sens, c'est oublié. Et comme il y a des publicités, on se laisse avoir par tout ce marketing. Et comme nos politiques et nos médecins ne sont pas formés, ça peut continuer encore pendant des décennies. Les gens glissent vers l'obésité, vers le diabète, vers toutes ces maladies. Regarde dans quel état les jeunes sont aujourd'hui. Et les mouroirs où, nos grands-mères quand même, ou arrière-grand-mères plutôt, vivaient plus longtemps. Pourquoi ? On a recherché dans le cordon ombilical des enfants, des bébés, ils avaient à peu près 20 produits chimiques. Aujourd'hui, ils en ont plus de 200. Dans le cordon, hein, à la naissance. Donc, comment veux-tu que tous ces dérèglements chimiques, les fameux PFAS, qui sont des polluants éternels, mais ils continuent à vendre leur poêle
Je dis pas la marque dans les supermarchés. Tu peux dire, Tefal, toutes les non, j'ai pas envie d'avoir de procès. Et même d'ailleurs, les Moi, trucs je le dis pierre pas. de... C'est toi qui l'as dit. Oui, tout à fait. Et même les poêles pierre de lave, etc. Enfin, toutes les poêles anti-adhésives, tu as l'impression que les pierres de lave, c'est mieux parce qu'il y a le mot pierre de lave, mais en fait, par-dessus, ils mettent un revêtement aussi qui est exactement pareil. Polluant éternel, ça veut dire quoi? Votre corps a du mal à l'éliminer. Et c'est là où il y a aussi un autre livre qui est sorti chez Thierry Soucard, Toxique au pluriel, la solution... Oui, la solution ou les solutions. Toxique, la solution. Parce que, par exemple, et ça c'est génial aussi pour les oxalates, tu as la sudation. C'est-à-dire, plus tu vas transpirer, donc nous, l'hiver, on ne transpire pas beaucoup, donc on va vous inviter à faire des saunas. Moi, j'ai un petit sauna, une couverture sauna que je fais, tu vois, et j'ai montré. Donc la sudation est très importante pour te faire éliminer ces produits chimiques. Tu élimines des PFAS, mais tu élimines aussi des oxalates. Mais attention, parce que si tu transpires, mais que tu ne te laves pas tout de suite ou que tu ne te sèches pas, ton corps le réabsorbe. Donc, ce qu'on conseille, c'est tu commences à chauffer, tu te badigeonnes de savon noir, ce qu'ils faisaient au Maroc d'ailleurs. Hein. Tu te badigeonnes de savon noir et je ne sais pas si tu connais Nature Anne, c'est une savonnière, c'est une petite mamie, je voulais faire un live avec elle, elle dit « Oh non, moi je ne peux pas parler comme ça !» J'ai écouté Nature Anne quand même, vous avez fait des produits, on pourrait les manger, ce serait bien qu'on puisse partager. Ah non, elle ne veut pas parler. Bon, c'est pas grave, vous tapez Nature Anne. Elle a du savon noir, mais vous avez la peau douce après. Donc, tu te badigeonnes de savon noir qui empêche la réabsorption des métaux lourds, des PFAS par ton organisme. Et ensuite, tu passes sous l'eau et tu te rinces. C'est génial. Donc, la sudation, tu connais. Je suppose que tu fais des saunas l'hiver. Oui, je fais pas mal. J'ai un sauna dans mon salon à la place de la télé. Voilà. Mais par contre, moi, je vais me baigner dans le lac après plutôt que... Mais ça, c'est parfait pour leur mettre. C'est génial. Moi, je peux pas faire ça. Mais j'ai une couverture sauna parce que j'ai pas la place d'en mettre un chez moi. Mais tu vois, il y a des possibilités pour notre organisme d'éliminer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les oxalates, on est en train de mettre au point avec un labo un dôme de citrate. Pourquoi un dôme? C'est parce que si tu as envie de manger des framboises, du chocolat, de te faire plaisir, tu vois, au milieu du repas, tu vas prendre un certain nombre de citrates bien équilibrés, potassium, sodium, calcium, magnésium, etc. Mais avec un gros pourcentage de citrate, parce qu'il y a beaucoup de citrates dans le commerce qui n'ont pas assez d'acide citrique dedans. Et il faut absolument que tu aies des citrates, parce que les citrates ont la capacité de ratisser les oxalates et de les éliminer. Ça, c'est génial quand même. Donc, on est en train de mettre ça au point pour que on puisse quand même avoir notre gourmandise et ne pas en payer trop les conséquences, surtout quand on a des problèmes d'arthrite, d'arthrose, d'ostéoporose, mais aussi des problèmes glandulaires, mais aussi des problèmes de fertilité, des problèmes cérébraux. Et Georgia Hyde, d'ailleurs, dans son alimentation pour les maladies neurologiques, elle est pro-viande, pro-graisse animale, donc graisse saturée. Et elle retire même les produits laitiers. Moi, je suis désolée, je continue les produits laitiers. Je mange du fromage, j'adore ça, mais au lait cru, de bonne qualité, etc. Elle les supprime même. Je trouve qu'elle va loin. Après, elle propose 3 régimes différents avec plusieurs niveaux d'intensité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois, tu dis qu'elle elle est pro viande rouge et puis graisse saturée. Elle a fait un vrai travail de synthèse scientifique où elle a pris beaucoup d'études, même celles qui n'allaient pas dans son sens pour essayer de voir ce qu'il y avait à en tirer, etc. Enfin, je trouve que c'est très très bien documenté sur le plan scientifique. Je recommande vraiment la lecture de ce livre. Et donc on pourrait penser que comment est-ce que l'alimentation peut modifier et régler des troubles comme le TDAH par exemple. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que souvent dans ces troubles neurologiques, eh bien, c'est lié à un dysfonctionnement mitochondrial dans les neurones. Donc en fait, les neurones n'arrivent pas à produire de l'énergie comme ils devraient le faire, ce qui crée des problématiques. Okay, et en fait, avec un régime cétogène, le carburant change et donc la chaîne de transport des électrons, j'ai pas envie de rentrer dans des choses trop complexes, non, mais le fonctionnement de la mitochondrie, la façon dont elle produit de l'énergie, switch le processus normal. Et c'est ce qui explique ou expliquerait le fait que ce type de régime pour ces affections porte des bénéfices. Après, ça veut pas dire que tout le monde doit aller à l'extrême et être cétogène, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup fonctionné par empirisme, un peu comme toi, j'ai testé plein de régimes différents. Et en réalité, aujourd'hui, je suis low carb. Je me considère pas comme cétogène parce que je mange des glucides et je contrôle pas la quantité de glucides que je mange, mais je mange pas de céréales, donc c'est juste des glucides qui viennent des fruits. Et comme je fais 10 heures de sport par semaine, j'en consomme pas mal. Pareil, et puis en plus, je time
mes apports plus élevés en glucides avant mes entraînements intenses. Et donc j'ai à peu près 4 repas dans ma semaine où je vais manger un peu plus de glucides, soit provenant des fruits ou alors éventuellement une tranche de pain au levain naturel. Et sinon, les autres jours, je vais plutôt être sur du hyper low carb, tu vois. Mais en réalité, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai découvert en lisant ce livre, parce qu'au final, c'est un régime qui me convient hyper bien. Je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie depuis que je fais ça. Et je me demande si, naturellement, tu vois, après en avoir testé plein d'autres, etc., j'ai pas évolué vers ça et trouvé beaucoup de bénéfices à celui-là, parce que j'ai jamais fait de test, tu vois, mais il y a beaucoup de gens que j'ai reçus qui ont des TDAH qui m'ont dit t'as jamais fait des tests parce que je pense que tu l'es aussi. Moi, moi je réponds oui à tout. Et donc moi j'ai jamais fait les tests et voilà, mais tu vois, peut-être que quelque part, naturellement, en fait, j'ai eu une appétence pour ça parce que ça a réglé aussi potentiellement ce qu'on considère aujourd'hui comme un trouble neurologique et que moi je considère même pas en tant que tel. Et donc là, je fais une petite parenthèse sur ce livre, On vous vole votre attention, qui est hyper intéressant. Et j'ai découvert qu'il y avait des TDAH, donc des troubles hyperactifs et des troubles de l'attention chez les animaux. Et donc notamment, ils les ont observés chez les chevaux qui sont en boxe. Donc ta fille d'ailleurs fait du cheval, ça va lui parler probablement, qui sont enfermés en boxe toute la journée et qui commencent à tiquer. Ouais. Avec notamment les abreuvoirs où ils font ça et ils prennent et machin. Et donc, ils se sont aperçus qu'en leur filant de la Ritaline, donc qui est un psychostimulant qu'on donne normalement pour le TDAH, ça a réglé le problème et que le cheval devenait calme, etc. Et donc, dans ce livre-là, il explique justement tout ce qui aujourd'hui attaque notre attention. Et en fait, le TDAH, ça serait juste une expression d'une inéquation entre notre programmation de base et l'environnement dans lequel on vit. De la même façon dont le cheval n'est pas fait pour vivre enfermé toute sa vie dans un box. Et manger trop de gras. Lui, il montrait que comment, dès l'enfance, les enfants à l'école, dès qu'ils veulent exprimer leur exubérance, qui est quelque chose de naturel et qui fait partie du comportement de base d'un enfant tel qu'il devrait vivre, on est en train toujours de réprimer ça, de lui dire tu dois rester assis, tu te concentres à ce moment-là, tu fais ceci à ce moment-là, etc. Tu vois, et donc il a envoyé, c'était pas la seule, mais une des causes avec les réseaux sociaux, avec plein d'autres, de la perte d'attention qu'on avait aujourd'hui, et puis de la recrudescence des TDAH. Je crois qu'aux États-Unis, il y a 18% de la population, 18% qui est testée positive. Regarde d'où ça vient et pourquoi elle conseille le régime cétogène. C'est parce que quand tu deviens résistant à l'insuline, ce qui est très vite fait, ton cerveau en premier est résistant à l'insuline. Donc il peut être baigné de glucose, de sucre et ne pas y avoir accès. Et c'est ton cerveau en premier qui va souffrir de cette résistance à l'insuline. Parce que le cerveau, il adore les corps cétoniques. On est des êtres hybrides, électrique, essence. Normalement, l'électrique, on va dire, c'est les corps cétoniques. C'est un carburant fluide qui ne crée peu de radicaux libres, alors que le glucose crée plein de radicaux libres. Et c'est pas le bon carburant. Mais on nous a tellement dit, oui, votre cerveau a besoin de glucose. Oui, bien sûr. On a 5 grammes, c'est-à-dire une cuillère à café de glucose libre dans le sang et 2,5 grammes dans le cerveau qui circule en permanence. C'est ce qu'on appelle le glucose libre. Et ça, si tu es avec ce quota-là, tout va bien. Tout le problème vient, comme tu manges beaucoup trop de glucides à notre époque, parce que c'est quelque chose de notre époque, eh bien, ça va faire trop de glucose libre dans le sang, qui va passer dans une fourchette beaucoup trop haute. À ce moment-là, l'insuline, tel Zorro, arrive en disant « Ouh là là, moi, j'en veux pas de ça. Moi, je veux que tes 5 grammes, c'est tout, j'en veux pas d'autres. » Donc, je le balance dans les cellules, dans les muscles, dans le foie, dans tout ce que tu peux. Quand c'est plein, dans les graisses, etc. Mais c'est dangereux d'avoir trop de sucre dans le sang. Pour ça qu'au bout d'un moment, l'insuline venant à la rescousse, Zorro, il se fatigue, hein, les portes se ferment, il dit tiens, nous, on ne rentre plus rien dans les cellules. Donc l'insuline, tu vas balancer encore plus d'insuline. C'est pour ça que faire au laboratoire ton insuline à jeun, c'est vachement important, parce qu'on peut voir si ton insuline monte trop haut. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je balance trop d'insuline parce que j'ai trop de sucre dans le sang, et au bout d'un moment, c'est comme la résistance aux antibiotiques. Si tu as balancé beaucoup d'antibiotiques dans ta jeunesse et que, au bout d'un moment, tes bactéries elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Et comme ils disent dans la pub, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et l'insuline, c'est pareil. Donc, les glucides, ça ne devrait pas être automatique non plus. Et donc, si on était ancestraux, donc l'homme du paléolithique, ou ce que tu veux, notre corps paléolithique il y a des millions d'années, on n'était pas surchargé en glucides comme ça. Ou alors, tu avais certaines périodes de fruits, parce qu'il fallait prendre du gras. Le gras, pour nous, était salvateur, parce que l'hiver, on ne savait pas quand le mammouth, comme dirait Pierre Veille, allait passer ou ne pas passer. Donc, il y a des fois où tu avais ceinture pendant plusieurs jours, parce qu'il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait personne. Donc, tu étais sur tes corps cétoniques, tu n'avais plus d'oxalate, tu étais nickel. Et tu ne mourais pas.
Hein? Tu n'avais pas, comme ils disent, oui, il vous faut au minimum 120 grammes de glucides par jour. Mais c'est une fake news. C'est une fake news. Vraiment. Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 € par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. J'ai écrit un livre. Il s'appelle La routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testés, affinés et intégrés dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel, sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent, et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main, et soutenir ce projet en investissant 20 € dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien. Parce que ça fait 5 ans que je fais Limitless, et c'est un sujet qui m'a toujours... intéressé, je l'ai posé cette question à plusieurs de mes invités sans jamais vraiment avoir de réponse, et puis je me dis qu'il faudrait que je teste moi-même. Donc je vais te demander si ça t'a déjà attiré, mais un peu plus tôt, tu as dit en hiver, il n'y avait pas de végétaux qui poussaient, donc on était très potentiellement carnivore. En Occident. Oui, on était très potentiellement à dominance carnivore, et puis potentiellement en été, il y avait beaucoup plus de fruits, et donc peut-être qu'on mangeait beaucoup plus de fruits à ce moment-là pour faire du gras pour l'hiver. Est-ce que tu as déjà essayé de modifier ton alimentation, de timer ton alimentation en fonction de la saison de l'année, en étant peut-être céto-carnivore peut-être en hiver, et plus paléo libre en été? Depuis 2 ans, non. Parce que moi, c'est un truc que j'ai envie de tester. Ouais, depuis 2 ans, non. Et puis moi, je suis tellement intolérante aux glucides que j'ai pas envie de repartir dans une sinusite chronique, du surpoids, etc. J'ai vraiment pas envie. Je suis tellement bien stabilisée, tu vois, que j'ai pas envie de sortir de ça. Mais si j'ai vraiment envie de framboises et compagnie, je te dis, je les fais comme je t'ai dit que je les faisais. Ça m'arrive de manger une demi-pêche. Tu vas faire comment avec ton pain, là? Là, alors, du pain comme ça, c'est surtout mon compagnon qui va le manger. Mais moi, je vais en manger 2 dans le mois. Ouais, c'est intéressant parce que là, du coup, tu parles de ton compagnon. Ça veut dire que ton compagnon, il n'est pas en cétogène. Lui, il a une tolérance aux glucides. Non, il est quasi cétogène. Il mange comme moi, sauf que il va manger de la pastèque, pas tous les jours, tu vois. Il va quand même manger un peu de pommes de terre. Il va manger des galettes de riz. Pas des galettes de riz, tu sais, ils font le pain des fleurs au riz parce que j'ai remarqué que le souchet était bourré d'oxalate et lui, il a tendance à faire des cailloux au rein. Après, les pains de fleurs, c'est quand même... Les pains de fleurs, c'est du sarrasin. Oui, mais c'est... Oxalate. Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, tu parles des pains de fleurs au riz. Ça n'empêche que... C'est des nouvelles. Oui, ouais. Pour le coup, c'est quand même des céréales extrudées dont la matrice cellulaire a été pulvérisée. Mais lui, tu verrais, il est mince comme tout. Il fait du vélo à 78 balais et les mecs de 45 ans n'arrivent pas à le suivre sur les montées. Parce qu'il me dit, t'inquiète pas, sur les montées, moi, je les ai tous. Donc, voilà, lui, il a une tolérance aux glucides qui n'est pas la même que moi. Au début, il était complètement céto comme moi. On était à moins 20 grammes. Il avait trop maigri. Et donc, il a repris des glucides, mais c'est pas un gros mangeur. Parce qu'il y a aussi, si vous vous bafferez de viande, elle va se transformer en sucre. Il ne faut pas non plus manger au-delà de vos besoins. Les besoins, normalement, d'après Gabrielle Lyon, ce serait 30 grammes maximum, ou 20 à 30 grammes selon votre poids et votre taille, par repas. C'est-à-dire 20 grammes de protéines, c'est quoi? C'est 100 grammes de bœuf. D'accord? 3 fois par jour. 3 fois par jour, parce qu'elle n'était pas jeûne intermittent, donc ça faisait 3 repas. Donc ça peut être 2 œufs le matin, ça fait 18 grammes, un bon steak de 200 grammes à midi, et du fromage le soir, par exemple, une salade. Là, tu as ton quota de protéines. Le problème, c'est qu'en vieillissant, je ne sais pas si tu as remarqué, surtout les femmes, elles mangent de moins en moins de viande, parce qu'elles se laissent avoir par le marketing, en disant « Ah non, moi, ma tante, par exemple, ne veut pas manger de viande. » Ah non, je préfère mourir. Je préfère mourir. Mais tu as des gens comme ça. Et ben, j'ai dit « Écoute, tu veux mourir ?» Elle dit « Oui, je m'en fous. » Bon, elle a quand même... Elle a un âge canonique, mais elle a toute sa tête, parce qu'elle prend des huiles de poisson, de la vitamine D. Il faut compenser aussi. Hein. Mais en vieillissant, beaucoup de gens mangent de moins en moins de protéines et de plus en plus de glucides. Regarde, tu as des desserts partout. Tu vas dans un EHPAD, ils mangent des pommes de terre, des
pâtes. Même à Vas-y que je te l'hôpital, mange un dessert. À l'hôpital, tu te donnes des sandwichs. Alors que les machin. gars, ils viennent de se faire opérer, ils doivent essayer d'optimiser un peu la Là, ils régénération de leur t'achèvent. tissu, etc. Ils ont des repas, mais catastrophiques. Mais t'as raison, hein, sur le constat que tu fais sur les personnes, les femmes, etc., à la retraite. Enfin, je vois ma mère, par exemple. Quand je lui dis de manger plus de protéines, elle me dit oui, mais moi je fais pas autant de sport que toi. Je lui dis ça n'a rien à voir. T'as quand même besoin de 3 portions de protéines par jour. Et donc voilà, donc faut que tu les manges. Et si elle savait que les muscles, c'est justement sa longévité, c'est son passeport pour vieillir en bonne santé, faire du résistant, faire des pompes, faire des squats, débrouillez-vous. Mais moi, je faisais du wake à l'époque, mais là, je peux plus depuis que je me suis cassé le machin. Mais je fais quand même du vélo en faisant du dénivelé, en forçant, tu vois. Je fais des squats. Et tu vois, 3 portions de 30 grammes de protéines, donc ça fait 90 grammes par jour. On est, je sais pas, une femme qui fait 60 kilos, on est sur 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Alors que les recommandations officielles, c'est, je crois, 0,8 grammes par kilo de poids de corps. C'est largement sous-estimé. Et si tu es sportif, ça fait longtemps que pour les sportifs, d'ailleurs, de force, on leur conseille d'être entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Et avant, on pensait que pour les sports d'endurance, c'était moins important. Et là, il y a des études récentes, des grosses études, qui ont montré qu'en fait, dans les sports d'endurance, c'est exactement la même chose. Parce que tu as toujours une destruction en fait, des tissus qui ont besoin d'être renouvelés, comme en vieillissant, comme après t'être fait opérer, etc. Et donc, dans les sports d'endurance, maintenant, on conseille 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Donc, globalement, tu vois, moi, je fais 80 kilos. Ça ferait que je dois manger entre 130 et 150 grammes de protéines par jour. Ça fait 5 portions. Donc, ça fait 500 grammes de... Tu te rends compte, c'est dur, hein. Voilà. Et ça en fait pas mal. Eh oui. Clairement. Et tu as de la leucine dans ta viande que tu n'as pas ailleurs. Et cette leucine, non seulement elle nourrit tes muscles, elle te permet de te renforcer, évidemment, si tu te sers de tes muscles. Parce que si on reste sur le canapé, on ne va pas refaire ses muscles. Hein. Oui, de toute façon, rester sur son canapé, c'est avec l'exercice. Ça fait pas partie de la prescription. L'exercice physique fait partie de la nutrition. L'exercice, le sommeil, c'est le trio gagnant pour une bonne longévité. Moi, je veux le prouver. Peut-être qu'à 90 ans, je serai encore chez toi. Toi, tu auras 20 ans de plus. Et je veux montrer. J'avais un chauffeur de taxi là tout à l'heure et on parlait, machin. Je lui dis mon âge. Il me dit oh, mais c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression d'entendre une femme de 30 ans. Puis je suis alerte, je suis souple. J'ai mal nulle part. Mais vous pouvez pas savoir comme c'est bon. Alors que à 40 ans, je pensais que c'était de l'arthrose, tu sais, j'avais mal au dos, j'avais souvent des torticolis. Eh bien, Sally Norton, elle t'explique que les cristaux d'oxalate, ils te bloquent tout tu sais, le cou, là, tu sais, quand c'est dur, là, ça fait mal, quand tu as le mal dans le bas du dos. Ça, c'est les oxalates. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien chez les Américains, c'est qu'ils sont tous d'accord. Que ça soit Ben Bikman, Sally Norton, Gabrielle Lyon, Evelyne Bourdeau-Haroy et Sophie Roland, tous ces gens-là, ils sont d'accord. Georgia Hyde, ils sont d'accord. Nous, en France, on n'est pas d'accord. T'as remarqué ? Alors, pour être honnête, là, tu me dis, tu sais, ces douleurs-là, etc. Je t'avais déjà raconté que moi, par le passé, j'avais une hygiène de vie absolument déplorable. Oui. Et donc là, à ce moment-là, j'avais peut-être souvent, tu vois, parfois un peu mal au dos, des choses comme ça. Et lorsque j'ai entamé, on va dire, ma transition, avant de savoir tout le chemin qui allait se dérouler par la suite, je me suis inscrit à une box de CrossFit avec mon petit frère. À la base, c'était pour lui faire plaisir, pour l'accompagner. Et puis, ça m'a beaucoup plu parce que c'était un sport qui m'a challengé et qui a réveillé un esprit compétitif avec moi-même, qui m'a passionné et qui a mené un petit peu vers toutes les informations qu'après j'ai cherchées sur la nutrition, le sport, etc. Et à cette époque-là, je faisais du crossfit et je me faisais tout le temps des contractures au dos. Je me faisais tout le temps mal, en fait. Et j'avais tout le temps mal quelque part. Et là, ça fait des années que je m'entraîne pourtant 10 heures par semaine, etc. Je fais des sports de force, d'endurance, des trucs un peu extrêmes. Je varie énormément. Et ça fait des années que j'ai pas eu une seule douleur musculaire nulle part, quoi. C'est génial. Vraiment. Hein. Et là, tu vois, je reviens d'un ultra trail au Pérou, en Amazonie. Et donc, on était 60 au départ, il y en a que 30 qui sont arrivés. Mais sur les 30 qui sont arrivés, il y en a plein, ils sont arrivés en morceaux, tu vois. Et quand je parlais un peu avec eux, ils sont des tendinites à répétition. Ils ont plein de problèmes, tu vois. Donc, je suis pas en train de dire que les tendinites sont dues aux oxalates. Mais par contre, les tendinites, je pense que c'est assez lié à un terrain inflammatoire. En tout cas, un terrain inflammatoire. Les crampes. Et quand je les voyais dans le bus, je regardais, tu vois, après la course, ils
d'acheter plein de produits ultra transformés, enfin plein de merde, tu vois. Et moi, même après avoir couru 230 km et avoir cramé à bloc de calories, jamais je fais rentrer ça dans mon corps, quoi. Et sûrement pas dans un moment de récupération où je devrais plutôt optimiser sur des oméga 3, du collagène, de la glycine, de la viande de qualité, donc plutôt sardines, bouillon d'os et puis bœuf, tu vois. Ouais. Ah oui, non, mais c'est clair. Et justement, tu vois, je reviens un peu sur cette idée de cétogène, on mange trop de glucides, etc. Je me souviens la dernière fois, on avait tous les deux fait des tests avec ces petits capteurs de glucose sanguin. Et donc, toi, tu disais que tu mangeais une banane, tu montais au plafond. Ah oui. Moi, à l'inverse, c'est pas du tout mon cas, tu vois. Et donc, de base, je me souviens plus des chiffres exactement, mais je pense qu'en moyenne, j'étais à 85-90. Non, mais t'as une bonne tolérance. Et en postprandial, après un repas, je dépassais jamais les 115 ou 120, tu vois. Quelle chance. Et donc, dans ce contexte-là, pour des gens qui n'ont pas... Donc après, j'imagine que ça peut évoluer avec le temps. Enfin, mais ça, c'est que la glycémie. Oui, mais c'est le résultat d'un contexte global. Mais ma question, c'est, est-ce que tu penses que tout le monde doit passer à du cétogène? Non. Ou bien on doit simplement revoir notre pyramide alimentaire qui pour l'instant est fondée sur les céréales, alors que les céréales, ça devrait être tout en haut et potentiellement le truc qu'on mange rarement. En fait, inverser la pyramide alimentaire. Là, actuellement, tu as les graisses saturées, la viande rouge, etc., tout en haut, et puis la base qui sont les céréales. En fait, il faudrait faire l'inverse. C'est ça. Gérer de façon thérapeutique les glucides. Ça veut dire quoi? Quelle est ma tolérance aux glucides? Quel âge j'ai? Quand je suis une femme, à quel moment du cycle je suis? Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je vais allaiter? Tous ces éléments-là sont des éléments dont on doit te dire compte. Est-ce que je suis sportive ou pas? Est-ce que je suis bâtie ou je suis longiligne? On est tous différents, avec une génomique différente, puisque le docteur Mouton, tu l'as invité. Il n'y a pas de souci. Donc, on ne va pas mettre tout le monde au même régime. Mais tout le monde doit avoir du bon sens. On suit les saisons, là où ça pousse quand ça pousse. On est dans un corps paléolithique, donc on mange des produits animaux. On mange des protéines animales, on mange de la graisse animale, de la bonne graisse animale, et on évite tout ce qui est ultra transformé. On bannit totalement le sucre ajouté, d'accord? Les confitures, tout ça, vous bannissez. En revanche, les périodes de saison où il y a les fruits, vous voulez manger les fruits de saison. Et les pommes, il n'y en a pas en décembre. Je suis désolée. Moi, j'avais un garde-manger. Et encore moins au mois de juillet où on enregistre cet épisode. On avait un garde-manger à l'époque, en Touraine. Moi, je me souviens des pommes qu'on cueillait fin août, un truc comme ça. Et elles étaient bonnes jusqu'à novembre. Après, il n'y en avait plus. Oui, elles étaient toutes ratatinées, dégueulasses, quoi, tu vois. Donc, il y a des fruits aux saisons, point barre. Et l'hiver, il n'y en a pas. Il y a des citrons. Les citrons, le citrate va vous aider à éliminer les oxalates. Donc, buvez 3 citrons par jour. Le pomelo, ça marche. Moi, j'adore le pomelo. Ah non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais c'est un agrume quand même. Mais il y a moins. Alors, ce qui est drôle, c'est que des oxalates, il y en a plus dans les clémentines, les mandarines, que dans l'orange. Ouais. Donc, il vaut mieux une orange qu'une clémentine. Ouais. Bon, après, il faut gérer son. Mais tu gères ta saison, tu manges équilibré, tu fais une rotation avec les saisons, et tu verras qu'il y a l'hiver, il y a des endives, il y a des champignons, tu vois, il y a d'autres aliments. Et si tu fais une rotation comme ça en mangeant très variés les légumes, tu ne seras pas en répétition d'aliments qui sont bourrés d'antinutriments. Tu me faisais la réflexion tout à l'heure avant qu'on enregistre, que tu avais le double de mon âge. Ça fait des décennies que tu te passionnes pour ces sujets et tu as quand même écrit beaucoup de choses là-dessus. Et j'avance. Notamment, tu vois, paléobiotique, puis plus récemment symbiotique. Là, tu prépares un nouveau livre qui sortira en janvier ou février. Et quand même, j'ai l'impression que là-dedans, il y a toujours déjà cette idée de... essayons de voir comment manger les hommes sur la majorité de notre histoire de l'évolution et tirons-en des conclusions. Et donc, déjà, un produit qui n'existait pas il y a 1000 ans, a priori, peut-être qu'il te fera pas de mal, mais on n'en est pas sûr. Donc, si tu veux avoir une règle simple pour savoir ce que tu peux manger ou pas, demande-toi, est-ce que ça existait il y a 1000 ans? Si c'est non, potentiellement, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais bref, il y a 1000 ans, on fermentait. Une grosse partie de ton travail était quand même basé sur le microbiote. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un shift là-dessus, où avant, puis de façon générale, tu vois, on était sur comment est-ce qu'on peut soigner le microbiote en augmentant la quantité de légumes, de fibres, de trucs lactofermentés, etc., pour essayer de le nourrir. Tu vois, c'était plutôt ça l'approche. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur un paradigme un peu différent, et pas que toi. Le docteur Mouton qui avait écrit l'écosystème intestinal, il est un peu dans cette logique-là, etc. Maintenant, on est plutôt dans une logique de ne pas nuire.
plutôt que d'essayer de le nourrir, s'il n'est pas attaqué par du gluten, s'il n'est pas attaqué par des microplastiques, des polluants, des antinutriments, et potentiellement, parce que tout à l'heure, tu vois, tu parlais d'un régime, celui de Lion là, mais extrême, Lion Diet, oui. voilà, qui était seulement carnivore. Là, tu pourrais te demander, ouais, mais ton microbiote, tu le nourris plus de fibres, etc. Est-ce qu'il va quand même aller bien? Tu as lu le livre de George Hyde, oui. D'accord. Et quand on lui pose l'histoire des fibres, elle dit « Les fibres, pourquoi faire ?» Parce que tes bactéries, elles fabriquent des résidus que de toute façon, tu vas éliminer et qui vont se retrouver. Tu vas fabriquer des acides gras à courte chaîne, du butyrate, des choses comme ça, à partir de protéines animales. Hein. Donc, les fibres, telles qu'on nous les présente aujourd'hui, sont indispensables quand on mange beaucoup de glucides. Indispensables, parce que c'est la maille qui permet de ne pas avoir un tsunami de glucose qui arrive dans ton sang. Mais moi, tu me donnes un régime méditerranéen, mais j'explose littéralement. Et je suis malade. Moi, c'est pareil, un ballonné, et je suis malade. Digestion lourde, etc. Ouais. Voilà. Donc, chacun doit trouver son équilibre. Et pourquoi tu n'es pas passé, du coup, si les fibres, etc. Alors, moi, le microbiote, c'est très important, puisque je t'ai dit qu'il y avait une bactérie que 75% des gens n'ont plus, qui s'appelle Oxalobacter, qui permettait de bloquer les oxalates. Et 75% ne l'ont plus. Moi, je ne l'ai plus parce que je suis née par césarienne, élevée aux antibiotiques, etc. Les antibiotiques ont dévasté des continents de bactéries. Et c'est toute la problématique, puisque notre microbiote est beaucoup plus pauvre et on lui donne de plus en plus de toxiques. On fait quoi? Alors moi, effectivement, j'ajoute des citrates, j'ajoute quelques fibres que mon corps accepte, parce que l'inuline, par exemple, je ne l'accepte pas du tout. Donc, il faut trouver les fibres qui vous font du bien. J'en ai trouvé. Je nourris mon microbiote avec tous les éléments, avec le lactofermenté, avec le cafilus, des choses comme ça. Toute maladie commence dans l'intestin, et c'est une vérité, puisque c'est par l'intestin qu'on va pouvoir bloquer aussi les oxalates. Tu comprends? Mais il s'est tellement appauvri. On l'intoxique tellement avec des intrants éternels, de la chimie, des exhausteurs de goût, des glutamates, des agglomérants. Mais c'est terrible ce qu'on lui fait subir à ce pauvre microbiote. Donc, effectivement, le microbiote est à envisager et à gérer au jour le jour. Moi, c'est au jour le jour que j'ajuste. Et je te dis, mon épisode de la semaine dernière m'a foutu en l'air mon microbiote pour plusieurs jours. Maintenant, ça y est, je l'ai récupéré. Mais je suis passée à côté. Je dis, c'est bon, on ne m'y reprend plus, quoi. Hein? Ah non. Tu sais, il y avait une recommandation qui disait de manger, si possible, peut-être la moitié de ces légumes crus pour avoir, parce qu'ils sont plus riches en vitamines, etc. Et puis l'autre moitié cuits parce qu'ils sont plus faciles à digérer et plus riches en antioxydants. Les salades, oui, crues, oui. Oui, parce que faire cuire la salade, c'est bof quand même. Mais donc là, aujourd'hui, probablement qu'avec un microbiote et puis un système intestinal qui, de façon générale, est un peu dégradé, en fait, c'est trop stressant pour lui de manger des légumes crus. Ouais, on n'est pas des vaches, on n'a pas de cellulase. Hein. Et donc, si en plus les gens mastiquent pas, c'est une catastrophe pour l'intestin. Donc, il n'y a que la salade, toi, que tu manges cru, tout le reste, tu le fais cuire? Ouais. Les salades, de temps en temps des champignons crus, mais comme on sait que même si je les prends en bio, qu'ils peuvent prendre les métaux lourds, j'en prends de temps en temps des crus, mais sinon je les cuis à la vapeur, je les mixe avec de l'ail et de la crème, c'est trop bon. Donc voilà, je suis gourmande, hein, je reste gourmande et j'aime bien manger gourmand. Hein. Donc chacun doit trouver son équilibre au niveau des végétaux. Les végétaux ne veulent pas qu'on les mange. Donc trouvez les végétaux qui vous conviennent. Si vous gazez et que vous pétez, c'est qu'ils ne vous conviennent pas. Moi, lentilles, pois chiches, laisse tomber, j'en mangerai plus. Hein. C'est pareil. Voilà. Donc, et ne croyez pas que c'est bon pour votre santé, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Alors effectivement, au Japon, il y a le natto, qui est une fermentation du soja et qui, lui, a créé par les bactéries des éléments qui peuvent neutraliser les oxalates. Ça, c'est intéressant. Nattokinase ou natto, parce que le natto, il faut arriver à le bouffer. Hein. C'est du soja. J'ai jamais essayé. J'ai déjà vu à quoi ça ressemblait. Ça a un goût d'un vieux camembert qui court tout seul, quoi. Okay. Bon, après, moi, j'aime bien le fromage. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Bref. Donc voilà, il faut trouver son équilibre. Et à la limite, ne me croyez pas, parce que c'est vrai que c'est dérangeant tout ce que je dis. On va dire, ouais, la Kaplan, avec elle, on ne peut plus rien manger. Mais non, tu peux manger plein de choses, mais pas. Si tu dis, on ne peut plus rien manger, c'est que tu manges toujours la même chose, déjà. C'est que tu manges des pâtes, des pizzas, du McDo, et machin, les trucs toujours pareils, alors qu'il y a des variétés de légumes incroyables avec les saisons,
que tu peux manger sans t'altérer. Il y a des viandes infinies d'élevage que tu vas nous mettre des féroces food sur plein d'élevages, j'espère, même d'agneaux, etc., parce que je les achèterai chez toi. Vous avez des fromages extraordinaires, et la France est un pays de fromage formidable, au lait cru, d'élevage, pareil, dans les montagnes. Les crus non pasteurisés, attention, parce que s'il est pasteurisé, on perd un peu tous les bienfaits. Oui, mais là, par exemple, je mange un Beaufort qui vient des montagnes, et j'en avais plus. Je dis, allez, je vais essayer celui de la grande surface. Il avait un goût de savon, il était immonde. Je dis, ah non, ces fromages-là, c'est même pas la peine. Alors, je fais une parenthèse, mais justement, les fromages, alors je sais pas pour le Beaufort qui est fait, je crois, dans le Cantal, mais en tout cas, c'est l'abondance, etc. Enfin, c'est des fromages de montagne, donc naturellement, même quand ils sont pas bio, c'est généralement des vaches qui ont quand même brouté de l'herbe quasiment toute leur vie, parce que c'est des pratiques qui sont faites comme ça là-bas. Et c'est des races de vaches qui ont plutôt des caséines A2, qui sont beaucoup moins allergènes que les caséines A1, qu'on trouve sur les Holstein. Oui, Holstein. Mais donc potentiellement, tu vois, ces fromages à pâte dure ou de brebis et de chèvre sont généralement quand même de meilleures options que... C'est ça. Mais j'ai un scoop, c'est que avant, j'étais intolérante aux produits laitiers. Je crois que c'est pendant 10 ans, j'en ai pas mangé. Ce qui est dommage parce que le calcium est quand même très intéressant. Et depuis que je suis au keto, cétogène, ça marche. Eh ben, mon nez ne se bouge plus parce que ça me bouchait le nez. Hein. Et là, je peux même manger du fromage de vache que j'avais évité, hein. Mais de bonne qualité toujours. Hein. Bernard Gabory fait pas mal de tomes, des choses comme ça. Et c'est extraordinaire de pouvoir remanger des produits laitiers de bonne qualité et de ne plus en souffrir. Alors, est-ce que c'était l'histamine je ne sais pas ce que c'était, mais je mangeais un peu de fromage de vache et j'avais le nez qui se bouchait. Et donc, dans toutes tes recherches, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes, et tu citais Georgia, Id, ça s'écrit E-D-E, ouais, mais on dit Id en anglais. Je mettrai les liens oui, mais les liens de leur bouquin, parce que pour ceux qui veulent connaître, c'est vraiment les liens. Franchement, des livres faciles à lire. Celui-là, il vaut vraiment, vraiment le coup. Il était exceptionnel. Mais tu vas voir que celui de Sally Norton sur Toxic je l'ai pas encore lu, mais il est extraordinaire. Et donc, tu vois, il y a cette croyance que les fromages, c'est pro-inflammatoire, etc. Toi, tu considères que c'est pas tant un problème si tu as un écosystème en bonne santé? C'est comme tout, la dose fait le poison. Si l'écosystème est en bonne santé. Et il faut trouver ta dose, comme les glucides. Trouve ton taux de glucides. Gestion, parce que moi, il faut que j'y aille après. Non, t'inquiète. Il faut que je sois dans un taxi à 4 heures. Hein. Il faut que tu trouves ton taux de glucides que tu supportes et qui ne te pose pas de problème, qui va faire que physiologiquement, tu ne vas pas devenir résistant à l'insuline. Et en vieillissant, on devient physiologiquement résistant à l'insuline. Donc, vos goûts vont changer. Vos besoins vont changer en vieillissant. Ne l'oubliez pas, vous ne pouvez pas manger à 20 ans comme vous mangez à 60 ou 70. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas une alimentation pour tout le monde pareil, tu comprends? Donc, en fonction de ton âge, de ton poids, de ton ethnie, de ton sexe, etc., ça va changer. À vous, on vous donne des codes, on vous donne des pistes à explorer. Il ne s'agit pas de dire « Ah, avec Kaplan, on ne peut plus rien manger ». Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous donne des pistes à explorer. Explorez-les. Et si ça vous fait du bien, mais c'est génial. Et si ça vous fait rien, si vous êtes bien, en bonne santé, que vous avez fait des analyses, que tout va bien, continuez. C'est que l'alimentation que vous avez vous convient. Mais elle ne peut pas convenir à tout le monde. Et n'oubliez pas que nous avons besoin de protéines animales. Ça, là-dessus, j'insiste, parce que j'ai failli en payer très cher le prix. L'IRKEF, qui a écrit Le mythe végétarien, après 20 ans de véganisme, elle est Hashimoto en ostéoporose avancée, elle tient plus debout et elle dénonce le véganisme qui est une mode. Ils sont très riches, donc ils sont capables de vous sortir des études débiles, mais qui vous encourager à aller là-dedans. Moi, je dis, faites attention et vous verrez que si dans 20 ans, vous êtes toujours là et que vous m'écoutez, vous verrez que j'ai raison. Vous verrez. Le dernier petit sujet que je voulais aborder avec toi, puisqu'on a parlé un peu du microbiote et puis de toutes les agressions qu'il subit, on pourrait faire une petite incursion sur les polluants, notamment ceux qu'on trouve dans l'eau, les perturbateurs endocriniens, etc. Bon, évidemment, ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être les conclusions que tu en as tirées et ce que tu fais, toi, au quotidien pour t'en protéger un maximum, même si, voilà, on essaie de faire comme on peut et avec le terrain qu'on a, quoi. Moi, ça fait 50 ans que je ne bois plus d'eau du robinet. Hein. Ça fait 50 ans que je sais que notre eau du robinet, elle est pourrie. Déjà, elle est bourrée de chlore, qui est un antinutriment lui-même. Mais ce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche,
Elle est bourrée de PFAS depuis plus de 50 ans, hein, parce que les polluants éternels, ça fait beaucoup plus de 50 ans qu'ils existent. Elles sont bourrées de pesticides, mais aussi les femmes qui font pipi, qui prennent la pilule, tu as des hormones dans ton eau du robinet. Tu as du cadmium dans l'eau du robinet, tu as les métaux lourds, tu as tous les métaux des tuyaux qui passent d'un métal à un autre. Donc, il y a des conflits entre chaque métaux qui vont se retrouver dans l'eau, parce que l'eau, ça solubilise beaucoup d'éléments. Ne buvez pas l'eau du robinet. Filtrez-la par osmose inverse, reminéralisée sur coraux ou sur ce que vous voulez, qui sortent par un vortex. Donc ça, déjà, ce sera une bonne chose parce que à force d'acheter de l'eau en bouteille, vous verrez que c'est pas plus cher d'acheter d'un coup un système de purification chez vous et de reminéralisation et vous n'aurez plus de bouteilles à porter. Moi, c'est ce que je fais et j'amène toujours mes gourdes en verre, pas de gourdes en aluminium. Alors c'est vrai que j'aime bien comme toi la Oco parce qu'elle filtre pas mal de choses et il dit que ça filtre même les PFAS, donc c'est intéressant et comme je voyage aussi dans d'autres pays, je l'amène quand je voyage. Il y a Navoti aussi a sorti un système un peu moins cher qui est intéressant. Voilà, l'eau ça va être la bataille de demain, hein, je peux vous dire, parce qu'on est dans le même circuit depuis des milliards d'années. Hein. L'eau qui s'évapore, elle retombe, etc. On est dans la même eau, hein. Donc, la purification va être très, très importante. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Bien sûr, j'achète bio. Je sais que c'est plus cher, mais comme on mange moins, parce qu'on arrive à satiété plus vite, comme on mange dense en nutriments, on a besoin de moins manger en quantité. Donc, finalement, ça ne coûte pas plus cher. Moi, je trouve que tes steaks ne sont pas plus chers que dans le commerce. Vraiment, un tout petit peu, mais ils sont tellement riches que tu vas faire des économies de compléments alimentaires. Donc, c'est pas plus cher. Je prends bien sûr des huiles d'olive de très bonne qualité, de beurre de très bonne qualité, des œufs bleu blanc cœur bio. On ne la trouve pas partout. Hein. Chez Super U, il y en a. Et chez Monoprix, j'en ai vu. Okay. Mais chez Leclerc, ils ont du bleu blanc cœur, mais il n'est pas bio. Tu vois, pour les œufs. Ça, c'est vraiment embêtant. Et chez Intermarché, il y a du bio, mais pas bleu blanc cœur. Donc, je vais chez Monoprix. Voilà. Sinon, je ne mange plus du tout de céréales. Et maintenant, je prends des noix de macadamia. Tu fais attention à tes vêtements? Non. C'est vrai que je suis en coton. Je suis en coton, mais mes trucs de vélo, ils ne sont pas en coton. Tu vois? Je sais que c'est terrible, mais on ne peut pas faire attention à tout, quoi. Non, et puis c'est vrai que quand tu fais pour le vraiment du moment, sport, les matières techniques, c'est pratique. Ça m'a pas trop intoxiqué, tu vois? Donc, je transpire, machin. Alors, je sais qu'il y en a qui sont vraiment... qui regardent tout. Alors, je ne regardais pas les crèmes. Je commence à regarder les crèmes. Je regardais pas trop les savons. Les crèmes, t'en as plus besoin. Tu prends ton Monsuif de bœuf et tu t'en mets sur la peau, c'est parfait. Ouais, mais j'aime bien aussi. Alors justement, Nature Anne fait un très bon savon qui m'attaque pas la peau. J'aime bien la graisse de coco aussi. J'aime bien l'aloe vera, des trucs comme ça, tu vois. Tu fais gaffe aussi au déo dentifrice? J'en ai jamais pris de déodorant. T'as jamais mis de déo? Non, jamais. Et dentifrice? Et dentifrice, je prends celui de chez Velleda, la pâte saline de chez Velleda. Okay. C'est juste sel, je peux quoi, il y a rien dedans. Mais j'ai toujours fait attention au dentifrice. Non, elle est en crème, mais il n'y a pas d'excipient dedans. Enfin, elle est bien. Velleda, c'est bien. Il y a aussi, comme avant, là, ils font une poudre que tu peux mettre sur ta... Ça, j'ai toujours fait très attention aux dents. Parce que le microbiote buccal va dépendre de votre microbiote intestinal. Donc là-dessus, j'ai toujours fait gaffe. Tu filtres ton air? Ah oui, j'ai un système incroyable. Voilà, bon. J'ouvre la fenêtre et donc j'ai le bon air marin qui rentre chez moi. Ouais, bah en ce moment-là, tu sais, il y a eu les fumées du Canada. Ah oui. Et ben j'ai un appareil qui s'appelle le Bio, B-I-O-W. D'accord? Okay. Ça coûte une blinde. Hein. Combien? J'ai eu un prix, mais je crois que c'est dans les 3000. Alors, il paraît qu'on peut le louer, machin. Okay. Alors, ça, non seulement ça filtre, mais ça te balance des ions négatifs et ça te balance je sais plus quoi. Pour tes mitochondries, ton sommeil, ça régénère. Et c'est le professeur Castronovo qui m'avait montré ça. Il me dit, Marion, il faut que tu vois ça, machin. Je lui dis, c'est quoi? Ça vient d'Espagne, Bio, B-O-W, il y a des correspondants français, si tu donneras le lien. Je regarderai, ouais. Et donc, quand il y a eu ces fumées, normalement, tu es en dessous de 10 quand ton air est bien filtré. Tu es super bien, quoi. Alors, déjà, j'ai vu la pollution dans les cuisines. D'accord? Parce que moi, la vapeur, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais alors, à la poêle, tu chauffes une poêle, mais ça monte à 200. Ah oui, j'ai remarqué aussi, ouais. 245.
Waouh! Quand il y a des gens qui font des barbecues, parce que je suis dans un appartement maintenant, mais ça t'intoxique tout! Oh, mais c'est là où j'ai pris conscience de la toxicité de l'air. Hein. Alors, bien sûr, j'aère, mais quand il y a eu les fumées du Canada, je finissais par fermer et je préférais filtrer en autosuffisance mon air. Hein. Bien sûr. Et j'arrivais mal à descendre en dessous de 50. Donc j'ai appelé le fabricant, j'ai dit, dites donc, il marche mon filtre ou quoi? Moi, j'arrive pas à descendre en dessous de 50. Il dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Et c'est là où il m'a expliqué toute la pollution. Et quand il fait très chaud comme ça, la pollution, elle monte. Hein. Donc vous, en région parisienne, vous allez avoir les pluies, c'est génial parce que ça fait redescendre la pollution. Tu sais, il ne fait pas que pleuvoir en Haute-Savoie. Hein. Je pense qu'il faut que tu viennes en vacances chez moi pour t'apercevoir que le climat n'est pas aussi désastreux que ce que tu penses. Et juste, parce qu'on arrive au bout, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu parlais des ions négatifs. Est-ce que tu as testé les trucs de mise à la terre, là? Oui, bien sûr. Ouais. Oh là là. Et tu trouves que mais j'ai un tapis de mise à la terre. Ouais, tu trouves que ça marche? Attends. Ouais. Alors, j'ai même un appareil. Tu sais, moi, je suis un peu. Donc, j'ai un appareil où j'ai une électrode dans la main, une prise à la terre, et tu testes. Alors, justement, j'ai testé avec et sans mon tapis. D'accord? Devant mon ordinateur. Quand je suis devant l'ordi, que je ne suis pas à tapis, l'aiguille, elle monte. Je me mets sur le tapis, ça monte à 0. Pieds nus. Faut pas avoir de chaussures parce que la chaussure, t'es plus en contact avec la terre, avec les ions de la terre, et donc ça te protège de l'électricité, mais ça ne te décharge pas et tu deviens hyper avec des ions positifs qui eux ne sont pas bons et tu te charges. Il faut absolument se décharger. Si vous êtes en ville, allez marcher dans l'herbe ou quoi pour vous décharger. Ça va, moi je marche pas mal pieds nus partout. Ouais, moi je suis pieds nus tout le temps. Hein. Je te propose de terminer cet épisode par un petit takeaway. S'il y a 2-3 choses que nos auditeurs peuvent emporter avec eux, appliquer dès demain dans leur quotidien et qui potentiellement peut changer leur santé, l'expression de leur potentiel et de leur énergie, ce serait quoi? Déjà qu'ils mangent au moins 2 steaks Feroz Food. Ah, ça c'est une très très bonne recommandation, effectivement. Avec de la graisse de bœuf, parce qu'il y a une arme secrète dedans dont on parlera plus tard. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Hein. Sinon, ils vont se bourrer de remèdes, machin. Prenez de la vitamine D3 et en fonction de votre taux, si vous êtes en dessous de 50, ça peut être 5 à 10 000 unités par jour. Avec de la K2 MK4, qui est difficile à trouver. Pareil, je demande au labo, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me faire de la K2 MK4 trans? C'est compliqué. Hein. Voilà, parce que je fais des recherches pour la biodisponibilité des produits, tu vois. Enrichissez-vous quand même en vitamines du groupe B, parce que on s'est aperçu que si on prend du collagène, mais qu'on est carencé en B6, et souvent plein de compléments alimentaires ne sont pas sous forme de la B6 P5P, eh bien, pendant 1000 jours, on peut perdre notre capacité à prendre cette vitamine B6 naturellement et à perturber les récepteurs. Donc, c'est pour ça le collagène, c'est bien, mais si tu n'as pas les bons récepteurs et les bonnes vitamines pour l'absorber, ça va pas le faire. Et il faut que ça soit un collagène de type 1, etc. Bon, bref. Donc, mangez des bouillons d'os. Donc, il y a plusieurs marques qui en font si vous n'avez pas le temps de les faire. C'est mieux de les faire, évidemment, mais bon, je sais que les jeunes, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas prendre le temps. Là. Donc, il y a Ami Bio, je crois, un truc comme ça. Il y a Germino. Il y a quand même des gens qui font des bouillons d'os. Je ne sais pas si tu vas en faire. Si, c'est en R&D, ouais. Ah bah alors là, moi, je t'en achèterais parce que c'est génial. Mais tu les fais concentrer. Hein. Exactement. Voilà. Parce que sinon, c'est hors de prix. Sinon. Voilà. Tu fais des concentrés de bouillon d'os, tu le gardes au frigo, tu prends une cuillère à café que tu dilues dans un peu d'eau chaude. C'est pour ça que c'est en R&D. En fait, on a déjà la recette qui est validée, etc. Mais je veux que dans chaque cuillère à café, il y ait la bonne concentration de collagène, etc. Et pour l'instant, ce que j'ai fait n'était pas satisfaisant. Donc, je suis désolée, le plan des analyses. Ça te fait de la pub, mais tu fais le truc que j'adore. Parce que c'est ça qui va nourrir mon corps paléolithique et qui va faire que je serai peut-être une belle vieille dame. Mais tu vois, c'est cette exigence qui fait que ça fait 6 mois que je suis sur le dossier, il est toujours pas sorti et tout le monde me demande « Et quand est-ce qu'il sort le bouillon d'os ?» On essaye, mais pour l'instant, c'est pas encore parfait. Prenez des citrons, mangez des citrons, gérez vos glucides, voilà. Donc, mais l'aliment numéro 1, c'est ce que tu fais. Le citron, tu peux refaire vite fait une parenthèse. Pourquoi est-ce que tu conseilles d'en manger si souvent ? Parce qu'il y a de l'acide citrique dedans qui va se combiner et qui va permettre d'éliminer les oxalates. Donc potentiellement... c'est une aide thérapeutique. Ok, donc dans un verre d'eau... un verre d'eau, tu dilues un peu, tu te fais 3 citrons pressés par jour. Et si c'est du citron... et si c'est du citron bio, mais qui est déjà en petite bouteille en verre, ça marche quand même ou pas ? Non, prends du citron frais. Ok. Parce qu'il est pasteurisé en bouteille.
Bon, écoute Marion, c'était passionnant comme d'habitude, c'est une mine d'informations. Je pense que là, on repart avec plein de pistes pour la santé de façon générale, pour les sportifs, pour les gens qui ont des problèmes éventuellement, tu vois, des troubles de l'attention ou ce genre de choses, pour les personnes âgées. Enfin, voilà, je pense que tout le monde en a eu pour son compte, même ceux qui veulent manger du pain de qualité. Donc, un immense merci pour ton sourire, pour ta disponibilité, pour passer tant de temps à faire des recherches, à les vulgariser, à les partager sur tes réseaux, dans tes livres. C'est passer le message. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et puis, je t'embrasse, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, file parce que sinon tu vas rater ton taxi. Merci David.